De janvier à juin-juillet, on travaille pour l'État. On travaille pour payer l'URSSAF, on travaille pour payer l'impôt sur les sociétés. C'est un concept assez fou quand même. Tu crées une entreprise et parce que tu existes, il faut payer un impôt. On paye 2 fois la même chose, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui dans InChain, on reçoit Sylvain Le Ganadin ou Sylvain Tiger. C'est un entrepreneur, un investisseur et le fondateur d'Ultra Bourse. On a quasiment un Français sur 3 aujourd'hui qui est jeune, qui est formé, qui est éduqué, qui souhaite partir à l'étranger et la destination numéro 1 des Français d'ailleurs c'est le Canada. Un ingénieur en France, il va gagner 45 000 euros. Une fois qu'il aura payé ses impôts, donc c'est-à-dire 3 000 euros par mois, il va lui rester 2 500 euros net. Aux États-Unis, le même ingénieur va gagner entre 100 à 120 000 dollars par an. Si vous êtes salarié, ça n'a aucun intérêt. La compétitivité fiscale de la France aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, la France est en fait dernière. S'expatrier de la France, c'est Une excellente idée et c'est urgent. Il va nous partager sa vision de la France en 2026. Est-ce qu'on doit s'expatrier? Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? Ou même encore, qu'est-ce qu'un bon père de famille? J'étais parmi les premiers de ma classe, voire même le premier de ma classe en finance, mais quand je suis arrivé dans le marché du travail en 2015, j'avais des gens de ma classe qui étaient absolument nuls. Et quand je te dis nuls, c'était vraiment stupide au plus haut point, c'est-à-dire que c'est des gens qui valaient 0 en finance, mais qui en fait en 1 ou 2 contacts avaient réussi à trouver des stages, en plus des stages extrêmement intéressants en front office, en banque, chez KCI, chez Société Générale. Et moi en fait, j'envoyais mon CV un petit peu partout et puis je passais rien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mais attends, il y a un truc qui va pas. À l'école, dans la méritocratie, tu es meilleur, tu as plus, mais dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça. L'argent ne change pas les gens, Il amplifie, je pense, ce qu'ils sont vraiment. Mais avant ça, je vais vous parler de Bybit, l'un de mes partenaires de cette chaîne. On parle de minage de Bitcoin et si vous êtes déjà investisseur ou que vous n'avez pas encore passé le cap, faites-le avec Bybit qui est l'un des plus gros exchanges crypto au monde et en plus qui est régulé MiCA. Régulé MiCA, ça veut simplement dire qu'il est conforme aux normes européennes. Bybit vient de lancer sa Bybit Card. C'est une carte avec laquelle vous pouvez régler toutes vos dépenses du quotidien en euros ou en crypto et avec laquelle vous aurez automatiquement 2 à 10% de cashback. Imaginez, vous dépensez 500 euros pour vos courses, Netflix, Amazon, vous allez recevoir jusqu'à 50 euros automatiquement sans rien faire. Et évidemment, la carte est physique, mais moi, j'utilise quasi exclusivement qu'avec Apple Pay par exemple. Il y a en ce moment une offre spéciale avec mon code Sabrina ou le lien juste disponible en dessous de cette vidéo. Vous ouvrez votre compte, vous remplissez le KYC et si vous déposez 100 euros au bout de 7 jours, vous allez recevoir 20 USDC. Et si vous parrainez vos amis et qu'ils suivent le même process, non seulement eux recevront 20 USDC au bout de 7 jours, mais vous également et c'est sans limite. Alors inscrivez-vous tout de suite sur le lien en dessous de la vidéo. Et en ce moment, il y a un tirage au sort, alors mettez votre IUD en commentaire de cette vidéo à nouveau et vous allez peut-être recevoir 100 euros. Place à l'épisode. Bonjour Sylvain. Bonjour Sabrina. Tu es entrepreneur, financier, investisseur et créateur d'Ultra Bourse. Dans ton contenu, tu critiques souvent l'état des finances en France. Alors selon toi, est-ce qu'il faut partir en 2026 ? C'est une très bonne question, Sabrina. Merci déjà de me recevoir sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir d'être ici avec toi. Oui, je critique beaucoup la France et la question qu'on peut se poser aujourd'hui à 1 an des élections, parce qu'en 2026, tu le sais, on est en début d'année au moment où on tourne cette vidéo. L'année prochaine, il y a les élections présidentielles. Beaucoup de gens, on parle en fait, si tu veux, d'un exode massif des jeunes aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu cet article du Figaro. Il y a à peu près 1 an, je passais sur une radio qui s'appelle Toxin, un très beau média, et je fais un coucou à toute l'équipe, où pendant une vidéo, en fait, j'ai tout simplement dit « Il faut quitter la France si on est jeune et si on est talentueux ». Suite à cette vidéo, j'ai pris une vague de gens qui sont venus m'insulter dans les commentaires en me disant « Mais Sylvain, impossible de quitter la France, il ne faut pas quitter la France, il faut rester pour se battre ». Bilan de cet article du Figaro, le nombre de Français qui ont moins de 30 ans, qui comptent s'expatrier, est passé de, 18-19% à 27%. D'accord ? On a quasiment un Français sur 3 aujourd'hui qui est jeune, qui est formé, qui est éduqué, qui souhaite partir à l'étranger. Et la destination numéro 1 des Français, d'ailleurs, c'est le Canada. Canada en premier, Amérique du Nord, donc États-Unis en second. Pourquoi est-ce qu'il faut-il quitter la France ? C'est une question qui a une double réponse, si tu veux. Si aujourd'hui, Sabrina, effectivement, tu ne travailles pas, tu vis un petit peu sur le dos de la princesse, si tu as eu la brillante idée de te lancer en politique, d'accord, que tu es aujourd'hui maire de Paris ou autre, non, ça ne vaut pas le coup de quitter la France parce que tu vis grassement sur le dos de la bête. Tu vis sur le dos des contribuables. Et puis, je vais même te dire une chose, tu peux dépenser ton argent dans des superbes vestes Gucci ou autres, le dire à la télé et n'avoir absolument aucune répercussion. Mais si aujourd'hui, tu es une chef d'entreprise,
et que tu t'achètes cette veste Gucci avec la carte de ta société, tu prendras un redressement fiscal et puis un abus de bien social. Exactement. D'accord ? Donc la question, faut-il quitter la France ? Déjà, je vais répondre à cette question de façon très frontale. Pour qui ? D'accord ? Selon qui vous êtes, vous allez ou pas quitter la France. Si vous êtes un salarié, formé, éduqué, ingénieur, si vous êtes un chef d'entreprise, effectivement, ça ne vaut pas le coup de rester parce que aujourd'hui, il y a d'autres juridictions, il y a d'autres terres qui vous traiteront mieux. D'accord ? Aujourd'hui, un chef d'entreprise en France, c'est quelqu'un qui commence à travailler pour lui à partir de juillet-août. Tu as 50 à 57% de dépenses publiques de l'État. Tu as plus de 50% de prélèvements obligatoires. De janvier à juin-juillet, on travaille pour l'État. Oui. On travaille pour payer l'URSSAF, on travaille pour payer l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière. Taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, excuse-moi. C'est un concept assez fou quand même. Tu crées une entreprise et parce que tu existes, il faut payer un impôt. Oui. Donc, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, peut-être que tu travailles depuis chez toi, donc tu payes déjà une taxe foncière. Bien sûr. Mais si ta entreprise est domiciliée chez toi, tu payes une cotisation foncière des entreprises. Tu payes 2 fois la même chose, ça n'a aucun sens. Et si tu veux, la compétitivité fiscale de la France aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, la France est en fait dernière. D'accord, elle est 38e pays sur 38, il me semble. Le premier pays d'ailleurs de l'OCDE le plus compétitif, c'est l'Estonie. Enfin, rien à voir, on pourrait penser que c'est la Suisse, mais pas du tout, c'est l'Estonie. Donc aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, ça n'a aucun intérêt. Puis j'ai envie de vous dire, vous le savez déjà, si vous êtes salarié, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, un ingénieur en France, il va gagner 45 000 euros. Une fois qu'il aura payé ses impôts, donc c'est-à-dire 3 000 euros par mois, il va lui rester 2 500 euros net. Aux États-Unis, le même ingénieur va gagner entre 100 à 120 000 dollars par an. Alors oui, il n'a pas la sécurité sociale, il n'a pas la petite carte vitale, mais est-ce que ça l'empêche de se soigner correctement ? Aujourd'hui, quand on regarde le prix, le coût d'une mutuelle privée et qu'on la compare à sa fiche de paie, en fait, à ce qu'on paye sur sa fiche URSSAF, ça coûte moins cher de prendre une mutuelle privée dans bien des cas, en fait. D'accord ? Donc, salarié, chef d'entreprise, pour moi, ça ne vaut plus le coup. Et retraité, la question, c'est une question qui est assez technique. Est-ce que les retraités doivent rester en France ou non ? Alors, tout dépend, en fait. Tout dépend. Si vous êtes un retraité qui avait les moyens, effectivement, c'est quand même plus sympa de finir ses jours au soleil, sans se prendre de coups de couteau et sans croiser un caméo crack en bas de la rue qui vous plante pour récupérer 50 balles et acheter sa dose. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens et que vous êtes obligé de rester en France, c'est pas grave. Enfin, j'ai envie de vous dire, personne ne vous en voudra, vous avez tout à fait le droit et c'est légitime. Quand on est âgé, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est jeune. Donc ma réponse va être très simple, si on est jeune, actif et qu'on a la possibilité de se créer une vie meilleure pour soi et sa famille, ça peut valoir le coup de quitter la France. Si on travaille pour le système, on est dans l'administration, on profite en fait de l'argent des autres et on vit sur la bête, ça ne vaut pas le coup de rester. Et puis si on ne travaille pas et qu'on vit des aides sociales, pareil, ça ne vaut pas le coup de quitter la France. Tout dépend dans quelle catégorie vous vous situez. C'est une réponse qui est très manichéenne, très tranchée. Je le conçois, mais aujourd'hui, c'est un fait. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à tant d'honnêteté parce que c'est le genre de... la tonalité et la transparence dont tu fais preuve, c'est plutôt en off qu'elle se passe généralement. Donc, je suis absolument ravie que tu parles de la politique fiscale confiscatoire française. Mais dans ton discours, je sens aussi que tu soulèves pas mal d'autres sujets plutôt sociaux. La méritocratie peut-être en panne, le fait que l'État soit parent en France. Bien sûr. Et que voilà, il y a une sorte, on n'aime plus ce mot, mais peut-être une sorte d'assistanat de ceux qui ne veulent pas travailler dur pour obtenir l'insécurité aussi. Donc voilà, dis-moi en plus, selon toi, ce sont ces éléments-là aussi qui font qu'on devrait partir, en plus de l'aspect fiscal, il y a tous ces aspects-là en termes de mindset et d'insécurité qui comptent. Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question et je vais commencer par les éléments les plus importants et surtout les plus, j'ai envie de te dire, les plus directs. Ah ouais. Un court instant dans cet épisode avec Sylvain pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne. Parce que dans Unchained, je reçois 2 fois par semaine des politiques, des entrepreneurs, des artistes ou grands sportifs. Likez cette vidéo, réagissez en commentaire parce que cette chaîne, on la co-crée ensemble. Pour l'aspect méritocratie, je peux te partager une anecdote de quand j'ai commencé en finance. Donc, tu as une carrière en finance, tu sais comment ça se passe. Quand j'ai commencé en finance, donc en 2015, c'était il y a une bonne dizaine d'années, 11 ans, le marché était quand même assez différent. À l'époque, pour les gens qui n'étaient pas issus du sérail, en fait, entre guillemets, c'était très compliqué. La finance était un métier une industrie en France très traditionnelle. Contrairement à la City, à Londres ou aux États-Unis, il n'y avait pas ce mélange, en fait,
ce mélange culturel, ce mélange ethnique dans le métier. En gros, c'était que des gens qui venaient de bonnes familles, qui avaient un nom à particules, qui bossaient en finance. Reproduction sociale. Exactement. Donc c'était une industrie qui était très compliquée. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que à l'école, j'ai toujours été plutôt très bon. Hein. J'ai un double diplôme franco-allemand, j'ai 2 bacs, 2 diplômes bac plus 4 de l'université de Francfort en Allemagne et 3 en France. Arrête de me narguer comme ça, Sylvain. Voilà, exactement. Et en fait, si tu veux, j'étais parmi les premiers de ma classe, voire même le premier de ma classe en finance. Mais quand je suis arrivé dans le marché du travail en 2014, je cherchais mes stages, j'avais des gens de ma classe qui étaient absolument nuls. Mais quand je te dis nuls, c'était vraiment stupide au plus haut point. C'est-à-dire que c'est des gens qui valaient 0 en finance. Mais qui, en fait, en 1 ou 2 contacts, c'est-à-dire le papa qui bosse ici, la maman qui bosse dans telle banque, avait réussi à trouver des stages, en plus des stages extrêmement intéressants en front office, en banque, chez KCI, chez Société Générale, dans des établissements tiers 1. Et moi, en fait, j'envoyais mon CV un petit peu partout et puis il se passait rien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais attends, il y a un truc qui va pas. J'ai 17, 18 sur 20, je défonce tout, je donne même des cours en finance en plus. C'est-à-dire que tu sais, à l'époque, quand tu étais à l'université, tu pouvais donner des cours en plus pour avoir des crédits, tu vois. Donc tu fais des activités extrascolaires, tu te donnes plus que les autres, mais tu es rejeté partout. Et donc c'est là où je me rappelle, 2013-2014, j'avais commencé à tiquer. Dans ma tête, ça a commencé à m'énerver. Je me suis dit, mais il y a un truc qui n'est pas logique. À l'école, on nous vend la méritocratie, tu es meilleur, tu as plus. Mais dans le monde réel, ça ne marche pas comme ça. Et là, j'ai pris ma première claque de réalité où je me suis dit, en fait, tout ce que je pense savoir, il faut. Et j'écris à l'époque, je me rappelle très bien, je suis sur LinkedIn, je suis un peu perdu. J'écris à un Indien qui bosse chez Bank of America en Californie. Je sais pas, en fait, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Wall Street Oasis. Les gens finance connaissent. C'est un site, c'est un forum américain sur lequel les banquiers privés, les hedge fund managers parlent et donnent des conseils aux jeunes. Et moi, j'étais dans les jeunes. En fait, j'avais un petit profil et j'avais pris un contact avec un senior. Et j'avais parlé aussi à un mec d'une communauté africaine qui était à la City à Londres. Et j'avais dit, messieurs, bonjour, voilà, je me présente, je suis un jeune Français d'origine indienne, je galère à rentrer dans le monde de la finance. Comment est-ce qu'on fait, en fait? Parce que je ne comprenais pas. Les deux m'ont répondu la même chose. Ils avaient des super postes, un managing director, Bank of America, City, enfin, très, très beau poste. Ils m'ont dit, si tu veux, ce n'est pas une question de compétence, il faut que tu sois meilleur que les autres. Il n'y a pas de choix, en fait. Avec les cartes que tu as, tu dois être 2 fois plus fort que les autres pour avoir la même chose, ou alors tu changes d'industrie. Mais ils avaient été très directs, hein. Ils n'ont pas pris de pincettes, ils m'ont pas dit mon petit chouchou. Non, ils m'ont dit soit tu es 2 fois plus fort que les autres et tu auras le même niveau, enfin le même poste, entre guillemets, soit tu es juste comme les autres, auquel cas, en fait, tu fais aucune différence. Donc là, je me suis dit, il y avait vraiment 2 solutions. Soit on pleure, hein, soit on fait. Et comme moi, mon amour pour la finance, parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu construire un grand empire financier, donc j'ai toujours voulu rentrer en finance, en fait, pour avoir mon fonds, enfin voilà, créer ma banque privée. Je me suis dit, il faut que je devienne analyste, il faut que je commence, en fait, quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit, je vais faire 2 fois plus. Je fais la stratégie, pour rebondir sur ton aspect méritocratie, hein, je fais la stratégie de je travaille plus, je crée un blog à l'époque sur la finance, donc, où j'écris des analyses de marché, en plus de mon parcours universitaire, j'envoie mes analyses à tout le monde. Et le truc qui a vraiment réussi à faire la différence, c'est que je suis à Berlin à l'époque. Il y a un salon place de la Bourse, tu sais, au Palais Brongniart, organisé par FXM Daily FX, donc courtier américain que j'adorais en plus. Le directeur de la recherche, c'était Nicolas Chéron, Vincent Gann en tête d'affiche, Adrienne Raymond, 3 analystes stars que j'admirais. J'ai pris mes 50 balles que j'avais, j'ai fait un blablacar pour financer mon Berlin-Paris, j'ai tout fait le trajet en mode... j'avais pas d'oseille à l'époque, hein, j'avais 19-20 ans, enfin voilà, j'étais étudiant. J'arrive... Je fais le salon, je serre les mains à tout le monde, je prends des photos avec tout le monde, je casse les couilles à tout le monde pour avoir des cartes de visite. Et l'année d'après, je cherche ce stage, je me prends des refus partout. Je trouve un stage chez un petit fonds qui me propose d'être le larbin, entre guillemets, hein, faire les tâches de merde. Mais j'accepte parce que je veux rentrer dans l'industrie. Et je vois une offre sur LinkedIn de Vincent Gann à l'époque. Vincent, qui était mon premier manager, qui est d'ailleurs un très bon ami que je salue, qui dit on recherche un analyste junior. Je fais putain, c'est pour moi, c'est 100% pour moi. Mais j'avais déjà accepté j'avais déjà dit oui à l'autre société. Et là, je me dis bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit oui, mais il y a le truc de mes rêves qui est en face de moi. Et un peu, bon, moi à l'époque, j'étais très agressif, j'étais jeune, hein, donc très audacieux. Je me dis je m'en bats les couilles, j'y vais. J'écris à Vincent, je dis salut Vincent, j'ai un stage, je peux pas, mais est-ce que dans 6 mois en septembre, je peux vous rejoindre? Il me dit non, c'est tout de suite. Je dis ok, bon, qu'est-ce que je fais? Dans ma tête, je me dis bon, ok, je dis mais du coup tout de suite, c'est-à-dire il faut faire l'entretien là bientôt. Il me dit mercredi, on est lundi.
Ok, téléphone, non, à Paris en présentiel. Ok, bon, j'ai pas d'argent. Donc là, je me dis, comment je fais? J'ai 30 balles, je demande à mon coloc de me prêter 20 balles, ça fait 50. Je paye le billet de train 3 Paris et je lui dis, ok, je suis là. Je prépare une présentation sur une clé USB. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? J'ai préparé plein de trucs. J'arrive à l'entretien. Alors, j'arrive à l'entretien et je fais du Sylvain. Franchement, c'est typiquement moi. J'en fais trop, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive, je suis trop motivé, je suis trop content d'être là. Donc, je rentre dans la salle, je vais directement dans la salle de marché. Je dis salut, c'est moi, c'est Sylvain, je viens pour le stage, machin, je viens pour l'entretien avec Vincent. Alors, eux, ils me regardent tous dans la salle de marché, ils étaient en train de bosser. Ils se disent, mais c'est qui ce guignol, quoi. Et là, je vois, on me dit, oui, oui, asseyez-vous là dans la salle d'attente. Je dis, ah, ok, très bien, machin. J'arrive avec un dossier, j'avais imprimé tous mes. Tu sais, j'avais préparé un plan pour 10x le business. En fait, j'ai dit, bah voilà, votre centre de recherche, il fait ça. Voilà les idées que j'ai. J'avais préparé un dossier PowerPoint sur une clé USB, un dossier écrit. J'arrive à l'entretien, plein d'énergie. Vincent adore mon énergie. Il me dit, il faut que tu rencontres notre directeur commercial. Le directeur commercial à l'époque me rencontre, il est entrepreneur. Il me dit, mais putain, ce jeune, il est génial. Tu vas rencontrer notre patron, Ilyes. Alors ça, c'est trop marrant parce que si Ilyes voit ça, il va rigoler. Donc Ilyes n'était pas au bureau à ce moment-là, c'est le directeur Europe, c'est le grand patron. Hein. Ils me disent, bon, il faut que tu reviennes pour un entretien la semaine prochaine. Je dis, putain, déjà, j'ai mis tout l'argent que j'avais, et j'ai plus d'oseille, je vais rentrer à 3, je suis un jeune étudiant, il faut que je revienne la semaine prochaine, tu vois. Je dis, oh putain, c'est chaud. Je dis, ok, oui, je dis oui. Donc là, j'arrive, je repars dans mon petit train à 3, je refais mes 3 heures de trajet. Je me dis, bon, comment je fais Comment je fais Là, je demande à mes parents, ils me donnent de l'argent, je retourne à l'entretien, et alors, j'arrive chez FXM la semaine d'après, il n'y a personne au bureau. Je sais pas, ça devait être un jour où c'était entre midi et 2. Et je, et je vois une personne, un type, qui est habillé en jogging et qui se balade, qui a été prendre un café et qui se balade dans le couloir. Et là, je lui dis ah, salut mec, ça va? Ouais, tu vas bien? Sylvain, 19 ans, quoi, hein, ou 20 ans, je sais plus ce que j'avais. Je dis bon, tu vas bien, gros? Bon, là, j'ai un entretien, je vais voir un mec qui s'appelle Ilyes. Putain, dis-moi comment on peut faire pour réussir l'entretien. Là, je suis chaud, j'ai envie de réussir, machin, nanana. Et là, il me dit ouais, ouais, bah, t'inquiète, assis-toi là, pas de souci. Ça va commencer là dans 10 minutes. Je dis ok, merci gros, t'es cool. Je peux me prendre un café? Il me dit ouais, ouais, vas-y. Je prends un café, je fais comme chez moi, enfin vraiment 100% moi, quoi. Je vais dans la salle d'attente, enfin dans la salle de meeting, tu vois, la grande salle de board. Et là, je vois le gars qui rentre. Le gars qui m'a parlé comme si j'étais son pote en jogging. Et là, il me dit salut, Ilyes Larbi, directeur général Europe. Et là, je fais oh. Et là, je commence à me décomposer, je commence à transpirer, je suis pas bien, je commence à bégayer, à trembler. Et, et là, il me dit bah vas-y, fais ta présentation. Je pense que ça l'amusait un peu, il m'a mis un peu la pression. Il me dit ah ouais, mais tu sais, ici, nous, on est en mode à l'américaine. Hein, donc les trucs format, machin, les petits PowerPoint, on s'en fout. C'est quoi le résultat? Je dis bah là, faudrait qu'on fasse ça, 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 ça. Ouais, ok, c'est bien. Tu peux commencer quand? Tel jour, mardi? Ouais, ok, bah tu commences la semaine prochaine. Et puis il me dit merci, il me serre la main. Et il me dit, et je reçois un message de Vincent qui me dit ouais, Ilyes a apprécié ton profil, il a kiffé. Parce que moi je pensais avoir raté l'entretien. Je me dis putain, l'autre c'est le directeur, je lui parle comme si c'était mon cousin. Et en fait, j'ai eu la chance quand je suis rentré en finance d'être rentré dans une entreprise qui était américaine, FXM, dirigée par des gens qui avaient une mentalité à l'américaine. Donc Ilyes qui était un mec qui pesait beaucoup, qui pèse toujours beaucoup, hein, il est en train de monter son broker crypto, mais qui était quelqu'un qui ne mettait pas de forme, tu vois. Il s'intéressait à la valeur intrinsèque des gens et il n'allait pas se formaliser pour... là où si j'étais rentré dans un Société Générale, c'était fini. Hein. Ah oui. Un jeune comme ça qui vient, qui fait le con, trop d'énergie, ça marche pas. Et donc, je suis rentré dans la bonne boîte. Alors chez nous, chez FXM, on comptait pas nos heures. Hein. On bossait comme des fous et on avait vraiment cet aspect méritocratique où tu bosses, tu bosses pas, t'as pas. Mais je sais que mon profil n'aurait pas passé dans des banques françaises, c'était impossible. Et d'ailleurs, le blog que tu as fait, pour revenir tout début dans la chronologie, est-ce que c'est pas les prémices de ta création de contenu aujourd'hui? Finalement, si les choses avaient été très faciles pour toi, tu te serais jamais dépassé, tu n'aurais jamais eu ce parcours-là. Effectivement, tu as 100% raison. Alors c'est facile de le dire une fois que c'est gagné, entre guillemets. Tu vois. Là, aujourd'hui, ça fait 10 ans, 11 ans que je fais ça. Et voilà, maintenant, j'ai bien réussi. Et honnêtement, ça se passe bien. Mais au début, c'était quand même beaucoup de frustration. Hein, parce que tu travailles plus que les autres, mais tu as la même chose, voire moins. Et il faut réussir à garder la motivation de se dépasser. Moi, en fait, j'ai capitalisé sur quelque chose de différent. Je me suis dit une chose. Je me suis dit, de toute façon, avec les cartes que j'ai, si je suis normal, en fait, je ne ferai jamais de différence. C'est-à-dire que si je ne suis pas fondamentalement extraordinaire dans mon domaine, personne ne viendra me contacter et personne ne voudra, en fait, entre guillemets, faire de business avec moi. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée une valeur absolument monstre pour être comme un aimant qui attire les bonnes personnes, en fait. Tu vois. Et donc, toute ma stratégie, depuis que je suis jeune, a été basée là-dessus. C'est
créer de la valeur, créer de la confiance avec mon audience et ne jamais trahir la confiance de mon audience. Tu vois, à plusieurs reprises, il y a des créateurs de contenu qui, pour gagner un peu d'argent, se sont compromis. Tu vois, on fait la promotion de projets un peu foireux ou autres, ça arrive. Je dis pas, alors peut-être que certains l'ont fait sans faire exprès. Heureusement, Auquel maintenant, cas, c'est transparent, on voit... peut-être que certains l'ont fait sans faire exprès, et tant mieux, et c'est pas grave, mais il y a des gens qui l'ont fait sciemment. Moi, j'ai vu des créateurs de contenu je viens de la sciemment, crypto, donc... voilà, sciemment mentir aux gens pour prendre... Ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais fait, parce que je me suis toujours dit que cette image publique que je construis depuis mes 19 ans, 19-20 ans, c'est mon plus gros actif, c'est ce qui va me suivre sur le temps long, et surtout, moi, je considère mon action comme une carrière. Je m'inscris dans le temps long, tu vois. Tout ce que je fais là aujourd'hui, je compte faire ce métier jusqu'à la fin de ma vie. En fait, je me vois pas faire autre chose que de la finance, que du développement, parce que c'est l'éducation. Exactement, c'est ce qui m'amuse en fait, tu vois. Si je fais pas ça, je vais faire quoi? Je vais m'ennuyer, je vais déprimer. Donc déjà, quand ton échelle de temps est longue, s'inscrit dans le temps long et sur une durée de temps qui est l'échelle d'une vie, tu vas pas faire le con avec ton audience. Tu vas pas leur faire la promotion de projets crypto, je sais pas quoi, foireux. Tu vas forcément prendre le temps parce que tu sais que tu vas recroiser tout le monde. Tu vois, c'est ça qui est très différent. Mais après, c'est frustrant parce qu'il y a des moments où j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, je ne l'ai pas fait. Mais je ne le regrette pas parce qu'au final, aujourd'hui, je pense que j'ai construit une très belle communauté. De toute façon, c'est toujours les projets les plus avantageux financièrement qui ont lésé le plus de retail en fait. Et dans la crypto, nous on a beaucoup vécu ça, et heureusement maintenant il y a des lois qui encadrent ça, on doit être transparent et tout, mais il y a quand même des vestiges où des gens vont faire la promotion d'une boîte et ils ne disent pas qu'ils ont un actionnariat, etc. Ça existe encore, donc faites très attention. Et juste pour revenir aussi, tu parlais de la mentalité américaine au travail. Quelle est la différence, selon toi, entre la mentalité américaine, dont tu as profité, et justement tu as fait tes premiers pas là-dedans, par rapport à la mentalité française, et notamment dans la finance et au travail, il y a beaucoup de différences. Parle-nous-en. Énormément de différences. Je vais parler d'une anecdote, mais en restant vague pour ne pas non plus trop froisser les gens, parce que bon, il y a des gens qui sont impliqués dedans, est-ce que ça vaut le coup? Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que dans les équipes américaines, en fait, quand je bossais avec les États-Unis, les gens qui étaient à New York, ou même les gens qui ont été formés aux États-Unis et qui sont revenus aussi, j'aimais beaucoup parce que ça allait vite. En fait, on jugeait pas les gens, on jugeait les résultats, et ça, c'est quand même intéressant. Qu'importe le moyen, voilà, ce qu'il faut, c'est du résultat. On s'intéressait à la valeur intrinsèque des gens. Sur la partie française, les interlocuteurs français que j'ai eus quand j'ai bossé dans d'autres choses, c'est beaucoup de formalisme en fait. Il faut envoyer le petit mail pour montrer qu'on est bien au bureau à 8h, le truc qu'on est bien au bureau à 22h, le petit, tu vois, le petit cirage de pompe qui va bien au N plus 58. Il y avait un truc qui m'avait fondamentalement aussi enragé en fait. Je m'étais dit, moi, pour rentrer dans la finance, j'avais passé 3 entretiens, tu vois, 3 ou 4, je sais même plus combien, parce que j'en ai passé plusieurs en fait, avant qu'ils me disent oui. En même temps, je comprends, hein, ils se disent, bon, un petit gamin de 19 ans, il arrive comme ça. J'étais le plus jeune du bureau en plus, c'était marrant, ils avaient tous 30 ans. Et j'étais un peu le fou de l'équipe qui remuait le plateau. Alors, des fois en bien, des fois en mal, hein. J'étais très dur à gérer. Et je me rappelle qu'une fois, enfin, une anecdote, nous, on avait tous galéré pour être là dans le desk. Et un jour, il y avait une personne qui était prise en stage, mais sans vraiment avoir consulté l'équipe. Parce qu'en général, quand une nouvelle personne rejoignait l'équipe, il y avait un filtre, c'est que tous les gens du bureau rencontraient cette personne. Et là, on avait une personne qu'on n'avait pas trop rencontrée, où il y avait une personne ou deux qui l'avaient vue. Et puis, il y a quelqu'un qui nous dit, bon, en fait, cette personne-là va être chez nous, en fait, tout simplement. Je dis, ok, mais là, je parle à mes autres collègues, je dis, mais ce gars, il vient d'où? Vous l'avez vu en entretien, il a répondu à une offre, c'est un peu bizarre, quoi. On a appris par la suite, en fait, il avait été pistonné. Oui. C'était un monsieur 2, machin truc, voilà, pistonné parce que papa connaissait le directeur ceci. C'était vraiment une pratique, bon, ça existe aussi aux États-Unis à la City, mais c'est quand même une pratique très, très, très pour le coup, symptomatique de l'industrie française de l'époque. Je précise bien de l'époque parce qu'aujourd'hui, l'industrie financière française est beaucoup plus alignée sur les pratiques anglo-saxonnes, beaucoup plus méritocratique. On va chercher la performance et la valeur intrinsèque. Mais à l'époque, on était vraiment dans ce copinage. Et là, en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, nous, on se casse tous le cul à faire 3 entretiens, à se démonter pour avoir une opportunité de travailler. Je me rappelle même que j'avais dit un truc, je pense que ça avait bien plu à l'entretien. J'avais dit à l'entretien, les gars, moi je vais faire partie de votre équipe, s'il faut je fais le ménage, je m'en bats les couilles. Vous me prenez, je fais le ménage, mais j'avais vraiment dit ça. Et le directeur de l'époque avait rigolé, il m'a dit,
Elle m'a dit, t'es fou, toi. Elle m'a dit, il n'y aura pas besoin que tu fasses le ménage, t'es pris chez nous, il n'y a pas de souci. Et viens juste à l'heure et tempère-toi, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens comme nous qui donnent en tout, il y a des gens comme ça qui, en fait, déscolarisés, foutent rien de leur vie, passent leur temps à rien foutre. Et en fait, parce qu'ils ont les bons parents, ils ont accès à des opportunités que nous, on a dû, je sais pas, on a dû faire des pieds et des mains. Moi, j'ai quand même dit que j'étais prêt à faire le ménage quand même à 19 ans. Mais j'étais vraiment prêt à le faire en plus. Hein. Je me suis dit, si je peux être au contact des meilleurs de l'industrie de la finance en étant le larbin, je le fais, je m'en fous, je suis là pour apprendre, j'ai 19 ans, j'ai pas d'ego. Et c'est là où je me suis dit, ok, ce système, il marchera pas. Et je l'ai vu ensuite dans les systèmes de promotion interne, dans les équipes plutôt européennes que anglo-saxonnes. Dans la promotion, c'était le copinage avec le grand boss, le bon cirage de pompe. C'était pas je fais du résultat et allez, t'es bon, tiens, tu montes. C'est, je sais pas, c'est en fait, t'as un espèce de roi, t'as sa cour. Et si t'es dans la cour. C'est la cour. Et si t'es dans la cour, voilà. Et sauf que moi, comme j'ai une mentalité très, en plus, enfin, comme dit ma femme, en fait, c'est vrai que. Elle le dit comme ça. Elle dit, t'es très alpha. Et donc, tu peux pas en avoir un deuxième. C'est vrai que moi, même dans mes associations, ça marche pas. Quand j'ai 2 forts caractères, il peut en rester qu'un. Et moi, c'est vrai que je vais pas me coucher. Et c'est vrai que dans un bureau, j'ai du mal, si je vois que la personne en face n'est pas supérieure à moi dans tous les domaines, c'est-à-dire intellectuellement, culturellement, enfin c'est souvent lié à l'intellect, en tout cas pour moi, j'ai du mal à me dire... Il faut que tu valides, il faut que tu la trouves légitime à te donner des ordres. Pour moi, pour être légitime, il faut être meilleur. Voilà. Si tu es meilleur que moi, plus intelligent, plus stratège, plus... ok, là, il n'y a pas de souci, je te suis jusqu'au bout du monde. Moi, par exemple, Ilyes, qui a été mon premier patron, d'ailleurs, avec qui on a repris contact l'année dernière, et lui, c'était quelqu'un que j'étais prêt à suivre jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, il me disait, je remonte un projet, et moi, je signais tout de suite pour être dans son équipe. Bon, il y a d'autres personnes... Je signe pas, enfin, voilà, et j'étais en dessous d'autres personnes qui, pour moi, n'étaient pas brillantes. Donc, c'est toujours ça. Et donc, dans une entreprise, pour monter, pour être directeur, etc., machin, il faut être capable de lécher les bons pieds. Moi, je peux pas. En fait, c'est pas dans ma personnalité. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Donc, je me suis dit, Sylvain, t'as 20 ans, il faut que tu réfléchisses. Enfin, 22, je sais plus. Je me dis, il faut que tu réfléchisses. C'est pas un jeu qui est fait pour toi. Tu es dans le royaume d'un autre. Tu es le courtisan, mais il faut que tu crées ton propre royaume. Parce que c'est comme ça pour moi, en tout cas. Ça m'a profondément déprimé, en fait, d'être le numéro 2 ou 3, tu vois, de quelqu'un, alors que je savais que j'étais pas fait pour ça, j'étais fait pour plus. Et l'histoire m'a quand même donné raison là-dessus, parce que je pense que je suis un très mauvais employé. Je pense sincèrement que je suis un très mauvais employé, mais que je suis un très bon chef d'entreprise dirigeant. Je suis bon dans ce rôle-là, parce que depuis petit, j'ai toujours été un peu le chef de ma bande, de mes potes, machin. Mais j'ai toujours été très mauvais pour écouter des ordres, ou pour suivre, ou pour fermer ma gueule. Donc, ça crée une dissonance cognitive énorme, à tel point que je pense que j'ai eu un petit problème de santé en 2017. Et je pense sincèrement que c'est dû au fait que j'étais pas épanoui. Ah oui, t'étais pas à ta place. Non. Et ça m'a rendu malheureux. Et je pense que ça a déclenché ma maladie, parce que je vivais, en fait, en étant le larbin d'un autre. Et ça a créé de la tristesse. Je pense que ça a déclenché un truc. C'est quasiment sûr. Tu vois. Et il y a eu donc, ça a été un renouveau dans ta vie, du coup, ta maladie, j'imagine. C'est là où j'ai pris le nom de Tiger, parce que quand j'étais sur mon lit d'hôpital, du coup, en réanimation, j'ai eu un diabète. Je me suis dit que j'allais me battre en comme un tigre, que j'allais un petit peu faire ma résurrection, tu vois, et que je n'allais plus accepter, entre guillemets, de vivre une vie soumise. En fait, j'ai fait le bilan quand j'étais à l'hôpital. Je me suis dit, bon, si ça devait s'arrêter là maintenant, c'est quoi ma vie? Et je me suis dit, la première partie était top, grosse explosion, j'ai atteint des objectifs absolument fous. Mais là, depuis 2 ans, je suis salarié, enfin, j'ai tout entre guillemets mis de côté, ça va pas. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est simple, dans 6 mois, tu quittes ton boulot, tu fais ça. Pareil, j'avais un gros regret, j'avais pas trouvé de femme, j'avais pas construit de famille. Gros regret que j'avais eu à 22-23 ans, et je me suis dit, mon nouveau focus maintenant, c'est de me focaliser sur trouver ma femme et de construire ma famille. Et en fait, j'ai fixé mes objectifs, et c'est comme ça, en fait, que j'ai déroulé par la suite, tu vois. Il y a anecdote, après on pourra en parler, comment j'ai rencontré ma femme, mais c'est pareil, ça suit un peu toujours cette logique de planification, tu vois. Raconte-moi. Alors, c'est très simple. Avant, du coup, le diabète, j'étais, comme tous les garçons, je pense, très volatile, versatile, tu vois. J'enchaînais les relations et je me prenais pas trop la tête. Et à un moment donné, comme tout dans ma vie, je me suis focus. J'écris, en fait, depuis que j'ai 19 ans, un petit journal intime qui s'appelle Philosophie de vie, dans lequel je raconte ma vie. C'est un ouvrage que je donnerai très probablement à mes enfants, petits-enfants. Je le tiens depuis mes 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Ça fait 13 ans que j'écris ce truc-là. Il y a presque 200 pages. Et du coup, ce que je fais une fois par an, c'est que je relis toutes ces pages
Et je relis comment. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, année après année, quand j'écris, le style d'écriture change, la maturité change. Quand je revois comment j'étais à 19-20 ans, j'étais vraiment le cliché du petit charreau, en fait, si je puis dire. J'étais vraiment n'importe quoi. Et tu sens que la maladie, je le vois dans le style d'écriture, ça m'a totalement changé. Je suis devenu beaucoup plus carré. Alors, comment est-ce que je l'ai rencontré? J'avais un patron, ensuite, donc quand j'ai quitté FXM, j'ai lancé une petite boîte. Ensuite, on m'a recruté à Nice dans un groupe de société qui était un groupe de société français qui était très bien, s'appelle Green Bull. Bonne expérience, encore une fois, j'ai été un très mauvais employé, je pense. Je pense que je leur ai pas laissé un bon souvenir. Mais eux ont été cool, enfin, j'ai rien à dire, c'est des gens bien. Et en plus, c'était des jeunes managers, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu pour me canaliser. Mais j'avais pas l'énergie d'un employé, donc je leur ai pas, à mon avis, je leur ai pas mené la vie facile. Mais c'était des gens bien. Et j'avais un manager chez Green Bull euh, euh, qui s'appelait Jean-Guillaume, qui est un gars qui est très gentil en vrai, hein. Il a eu beaucoup de patience avec moi. Et je lui avais demandé en fait comment il avait trouvé sa femme lui à l'époque parce qu'il avait un agenda qui était très serré. Je m'en souviens très bien, il bossait beaucoup. Et il avait un agenda très serré. Et il m'a dit, bah, écoute, tu sais, moi j'avais été sur des sites de rencontres et j'avais marqué dans ma description, je souhaite construire un empire, je suis un gros entrepreneur, je travaille 100 heures par semaine, je cherche quelqu'un de motivé, d'ambitieux, enfin bref. Il a vraiment été carte sur table dans sa description. Et les gens les femmes qui matchaient avec lui, bah, savaient déjà à quoi s'attendre. Et je me suis dit, ok, bah, ce gars-là, en fait, a plutôt une bonne méthode parce qu'on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps d'aller sortir dans des boîtes de nuit et perdre mon temps là-dedans. Donc, je me suis mis sur les sites de rencontres, notamment sur Tinder. J'ai mis dans ma description, bah voilà, moi, je suis un gars, je veux aller là, je veux faire ça, je veux construire un empire, On je veux faire de la rencontre l'amour philanthropie. sur Tinder, donc c'est bien. Exactement, nous, on est mariés, puis on va avoir un enfant. Et Attends, mais juste détail. Qu'est-ce que tu avais écrit alors sur ta fiche? ouais, bah, Inspirez-vous-en, ceux qui cherchent l'amour. non, mais moi, j'ai été très transparent. J'avais mis, je m'appelle Sylvain. Je suis ambitieux, je suis dans la finance, je veux construire un gros empire, je veux devenir multimillionnaire. Enfin, je suis peut-être pas ça, mais j'avais dit un truc Oui, du moi, style. c'est très bien. Elle sait à quoi ça Ouais, tombe. je vais Elle te- connaît le profil. Enfin, moi, je trouve ça génial. Exactement, je veux veux être un grand PDG, je travaille beaucoup, je cherche à créer une fondation philanthropique. Je voulais créer un orphelinat pour les enfants, projet que j'ai. J'imagine que c'est toujours dans les. Ouais, Dans les ouais, bah, ça, ma femme me rigole, elle me dit bon, on l'a toujours pas fait ton orphelinat. Je dis ça va, attends, on a 32 ans, on a toute une vie pour le faire. Et je lui dis c'est toi qui géreras ce projet, elle adore ça. Et en fait, du coup, avec ce profil-là, j'avais attiré des gens qui déjà savaient plus ou moins à quoi s'attendre. Tu vois, avant, j'attirais un peu des nanas un peu bébêtes ou un peu filles à papa, beaucoup de filles à papa, hein. Toutes mes relations un peu précédentes, c'était des filles uniques, de bonne famille, mais qui étaient très dans le caprice, quoi, tu vois. Sauf que moi, les caprices, ça marche pas avec moi. Tu vois, moi, au bout de 2 minutes, si tu me casses les couilles, ça va pas le faire. Donc, et là, en fait, j'ai trouvé quelqu'un d'absolument formidable, ma femme, qui, elle, a compris mon projet, on s'est vu, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Elle m'a écouté. Et ça, déjà, elle m'a écouté, elle m'a laissé aller jusqu'au bout. Et puis, elle m'a dit, OK, je t'accompagne. Je me suis dit, ah bon? Quelqu'un d'assez fou pour m'accompagner dans ce projet absolument fou, parce qu'il faut quand même le remettre à l'époque le contexte. J'ai 25 ans, je suis salarié, j'ai pas un rond, enfin, je vais avoir 5 ou 10 000 balles de côté, donc il y a tout à faire en fait, il y a tout à construire. J'avais un début de carrière qui était bon en finance, j'ai eu la maladie qui m'a mis à terre, donc je me relance en fait, tu vois. Je me reconstruis. Et je me dis, ok, elle veut croire en mon projet. Putain, déjà, elle a des couilles, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut vouloir accompagner un mec qui veut faire ça. Je lance ma boîte en 2020. On fait que travailler. Financièrement, je lui dis, écoute, j'ai plus d'oseille, on pourra pas aller au restaurant, je pourrais pas t'offrir quoi que ce soit parce que j'ai plus d'oseille. Voilà, je fais que travailler, je me paye pas. Ça fait, voilà, on est en 2020, 2021, tout ça. Je dois tout réinvestir, j'ai pas le choix. Elle me dit, pas de souci. Elle était infirmière à l'époque, ma femme. Elle me dit, pas de problème, moi j'attends rien de toi, financièrement, pas de souci. Puis si on peut pas aller au restaurant, si on peut pas sortir, si on peut pas avoir d'activité, bah c'est pas grave. On va marcher, je sais pas, on habite à Nice, on va marcher au bord de la mer. Je dis, putain, la vache, waouh. Et puis il y a des mois où j'ai pas d'argent, donc c'est elle qui paye le loyer, qui paye les courses, pareil, elle prend le dessus. Je dis, waouh. Vraiment, elle se donne, ouais, elle se donne à fond. Et là, je me dis, ok, là, je tiens du gold, donc il faut que je réussisse. Déjà pour ne serait-ce que la récompenser de ses efforts, etc. Bah, je me donne comme un lion de 2020 à 2022. Je réussis, et c'est là où je lui achète une bague de fiançailles. On va à Venise, je lui fais ma demande sur la place Saint-Marc devant tout le monde. Elle dit oui. Alors on se dit oui, c'est marrant parce que je commence à me mettre à genoux sur la place Saint-Marc, tu sais, à Venise. J'avais préparé un texte, mais j'ai été con. Alors là, franchement, pour toutes les personnes qui vont demander leur femme en mariage, en fait, une demande, ça doit faire 5 lignes. Ah, mais oui, évidemment. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 pages.
Donc je me retrouve Là, à genoux. logistiquement, c'est compliqué. À genoux, Je devant me retrouve tout à le monde. genoux avec mon Il n'y a pas de portable. prompteur, c'est pas possible. Je commence à parler, je lui lis 2 pages, et puis là, je me rends compte que c'est trop long. Je vois qu'elle me regarde, elle comprend pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il fait à genoux en me racontant sa vie? Et puis là, je lui dis, veux-tu être ma femme? Et là, elle me dit, oui, oui, oui. Et là, je me suis dit, ok, c'est top. Mais si j'avais une chose à refaire, c'était 4 lignes, tu vois, 4 lignes maximum, et t'y vas et t'enchaînes. Et du coup, ma femme a toujours été présente à mes côtés, même quand ça allait pas, même quand j'ai eu des petits soucis de santé. Et donc, c'est mon plus grand pilier, c'est ce que je dis. Moi, je pense que célibataire, j'aurais pas réussi aujourd'hui comme j'ai réussi. Et j'en suis convaincu. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué peut-être en début de carrière, c'était ma femme. Parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui, de toute façon, va t'aimer, que tu réussisses ou pas, mais ça t'enlève une pression monstre. Alors que c'est vrai que les relations précédentes que j'avais eues, c'était un peu des relations basées... il y a quand même une notion de, quand tu viens avec une fille de bonne famille, si t'as pas les moyens, ou si tu réussis pas, si tu as un coup dur, tu vois, ou la belle famille, C'est ça. Là, il y a le poids de la belle famille, du statut Exactement, social, là, etc. je n'avais aucune pression. C'est-à-dire que je ratais, elle m'aimait, je réussissais, elle m'aimait tout autant. C'est-à-dire que là, même pas plus parce que j'ai réussi, quoi. Tu vois. Elle me dit toujours que je suis un abruti quand je suis un abruti. Donc, c'est top. Et du coup, là, aujourd'hui, elle profite. Enfin, voilà, on profite ensemble, on a une meilleure situation, on déménage à l'île Maurice. Et elle a arrêté de travailler dans son boulot. Elle travaille désormais pour moi dans mon entreprise et elle fait ce qu'elle veut de ses journées. Et puis voilà, je lui ai offert cette liberté, mais on se l'est offert quelque part. Hein. Ma réussite, c'est sa réussite aussi. Donc voilà, maintenant, elle va peut-être même s'arrêter de travailler pour s'occuper de notre enfant parce qu'elle préfère s'occuper de notre enfant que travailler. Je lui dis, fais ce que tu veux. On a les moyens aujourd'hui que toi tu fasses ce que tu veux de ta journée, moi je fais ce que je veux de ma journée. Et on a réussi à mettre en place ce système en 5 ans de travail et de sacrifice. Ça s'est pas fait en une journée, hein. Ça s'est fait en 5 ans on en prend plein la gueule, mais bon, aujourd'hui, et c'était mon but. Pour moi, je voulais arriver à 30 ans et être libre de faire ce que je veux pour pouvoir m'occuper potentiellement de mes enfants. Et je pense que c'est une question qu'on te posera rarement, qu'on te posera plus. Et c'est vrai que c'est intéressant. On entend beaucoup parler de le lifestyle de l'entrepreneur, de la vie de l'entrepreneur, des sacrifices de l'entrepreneur, des grands succès de l'entrepreneur. Mais la vie personnelle et justement la vie de couple, c'est finalement peu abordé. Parce que ce qu'on observe, c'est que c'est soit transactionnel. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'ostentatoire sur les réseaux. On voit quel type de conjointe, en tout cas, ils ont. Soit c'est un peu chaotique parce qu'ils ne savent pas trouver un équilibre entre une vie personnelle accomplie et une vie professionnelle. Soit ça a été un choix extrêmement rationnel. Les rôles sont très définis dans le couple, etc. Toi, raconte-nous. Toi, comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui a des journées à n'en plus finir? Nous, ça s'est construit, en fait, c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui se fait en une journée et ça s'est construit, en fait. Si tu veux, ma femme a un très fort caractère comme moi. Donc, moi, je suis un tigre, elle, c'est une lionne. Donc, forcément, elle, c'est une alpha en femme. Moi, je suis un alpha en homme. Donc, il ne pouvait en rester qu'un. Donc, dans tous les cas, ça s'est beaucoup bagarré pendant les 3 premières années parce que moi, je voulais aller d'un côté, elle voulait aller d'un côté. Et je lui ai dit, écoute... il faut qu'on réfléchisse différemment parce que il faut qu'on crée un projet en commun. Sinon, en fait, moi, je vais aller là, toi, tu vas aller là. Et puis, en fait, un jour, on va plus se comprendre et chacun va faire sa route. Donc, il faut qu'on ait un projet commun. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on ait un projet commun, mais pas qu'un enfant. Il faut qu'on ait autre chose en commun qu'un enfant. Et c'est là où on a eu ce projet d'expatriation, ce projet d'agrandir la boîte, ce projet de tout ça. Comment est-ce qu'on définit les rôles? En fait, c'est très simple. Dans un couple, il y a toujours un moment où l'homme va être au-dessus et des moments où la femme va être au-dessus. C'est des cycles, par exemple. Dans un couple, il y a toujours des phases, en fait. Tu vois. Donc, nous, les premières années, c'est ma femme qui avait plutôt le lead, on va dire, parce que c'est elle qui ramenait l'argent, c'est elle qui, vu que moi, je travaillais beaucoup, c'est elle qui avait le dessus financièrement. Et moi, ça m'allait très bien parce que j'avais besoin de cette soupape pour respirer. Ensuite, maintenant, 2023-2024, c'est moi qui ai repris le lead. Mais on s'est juste dit que c'est des étapes de vie. Par exemple, 2020-2025, on s'est concentré sur une étape de vie qui était peut-être plus importante pour elle. On est resté en France parce qu'elle voulait être en France. Elle a commencé infirmière, elle voulait être directrice de crèche. Elle a monté sa crèche pour un groupe médical. Donc, elle est partie de zéro. Aussi, c'est une entrepreneuse aussi. Ouais, elle a monté une crèche de 17 salariés. En fait, si tu veux, ma femme, quand je l'ai rencontrée, c'était un diamant brut. Et moi aussi, je pense. Et je me suis dit, elle a un potentiel, il faut qu'on l'exploite. Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, alors qu'elle était forte. Mais un peu comme moi. C'est très féminin, ça aussi. Mais un peu comme moi. En fait, moi, j'étais très fort, mais des fois, il me manquait un peu de confiance sur certains aspects. Et je me suis dit, il faut que je crée un environnement à la maison où tout le monde soit... Il faut que je lui donne confiance en elle. Ça, c'était le premier chantier. C'était de me dire, OK, sur les 2-3 premières années, je me rappelle, en développement personnel, je me dis, ma femme, il faut que je la booste tout le temps. D'accord ? C'est toujours bien ce qu'elle fait. Tente. Si elle rate, c'est pas grave.
t'es la meilleure, eux ils sont nuls. Je faisais exprès d'essayer de lui faire comprendre qu'elle avait de la valeur. Et elle, en retour, elle me l'a bien rendu, c'est pareil. Quand je ratais, c'est pas grave, ça va aller, etc. Et on a créé cette espèce d'environnement où on se soutient. Mais ça n'a pas été... c'est quelque chose de très conscient, c'est pas un truc qui est arrivé comme ça. C'est que moi, j'ai vu qu'elle avait besoin de confiance en elle, donc je me suis dit, je vais la booster. Et elle, je pense qu'elle a senti que moi, à des moments, je doutais, et elle s'est dit, lui, je vais lui donner aussi. Et du coup, et moi, mon but, c'était de l'aider à réaliser son plein potentiel. À chaque fois que, tu sais, quand tu montes un projet, des fois, elle a eu des revers sur la crèche. Des fois, on lui a refusé les permis, les machins, les trucs. Je lui dis, écoute, lâche rien, on y va, tu vois, on y va à fond. Il dit, ouais, mais je pense que ça vaut pas le coup. Je dis, on s'en fout, on tente, tu vois, va au bout de ton idée, tu t'en fous, tu les emmerdes, tu vois. Et elle est un peu pareil. Et maintenant qu'elle s'est réalisée, qu'elle a adoré son projet, qu'elle l'a mené à succès, là, je lui dis, la deuxième étape de notre vie de couple, c'est plutôt, j'aimerais qu'on se focus sur mes envies à moi. Moi, ça fait 5 ans que j'en ai marre de la France. Moi, si on s'était pas rencontrés, dès 2020, je serais parti de France, tu vois. Donc, je suis resté en France pour une raison. Beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que, Sylvain, tu es encore en France si ça te plaît pas. C'est parce que j'avais ma femme qui avait son projet de crèche, donc je me mettais de côté parce que je sais que ça lui faisait plaisir. Elle avait besoin d'accomplir ce projet pour se prouver des choses, et moi j'avais envie d'être là avec elle pour ça. Maintenant que c'est fait, je lui ai dit, écoute, viens, on se focus un peu sur autre chose. Notre vie de famille, on met nos enfants en sécurité à l'abri dans une belle juridiction. Moi, j'ai envie de faire grossir mon groupe de société. J'ai besoin d'être dans un pays où on aime les entrepreneurs aussi. Mentalement, c'est dur d'être en France. Et elle m'a dit, ok, vas-y, go. Et cette étape, c'est peut-être la mienne. Et la prochaine étape, peut-être que ce sera celle des enfants. Et elle pourra celle des enfants, et puis elle pourra refaire aussi son projet philanthropique, projet de crèche. Mais oui, là bien où sûr. vous allez... Là, on est même à une autre étape de notre vie de famille. C'est-à-dire que ayant un petit peu de succès financier, on peut aujourd'hui réfléchir à redonner un petit peu et à créer des... Moi, j'aimerais bien, même au-delà de créer un orphelinat, peut-être créer un centre d'éducation où on apprend aux jeunes des notions, en fait, tu vois, des notions de prise d'entrepreneuriat, de finance, et qu'on éduque peut-être les jeunes, en fait. Oui, et puis moi, j'étais partie au Sénégal pour malheureusement, il y a des organismes qui se disent solidaires. Je dirais que c'est plutôt du tourisme solidaire. C'était censé être un voyage humanitaire, mais c'est du tourisme solidaire. Malheureusement, il y a des systèmes de micro-entreprises aussi. Et ça, c'est faire bénéficier de son savoir à ces jeunes-là pour les aider à monter, à gagner leur premier denier, quoi. Et du coup, parle-nous du fait de... tu as compris que tu devais en faire 2 fois plus pour avoir les mêmes résultats. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu avais aussi tu n'étais pas bien né, mais est-ce que les origines aussi, ton aspect physique ont compté? Ah oui, forcément, je suis un noir en finance. Il faut dire les choses. Oui, ça c'est évident. Je l'ai vu plusieurs fois quand je suis arrivé en meeting. Au début, il y a 10 ans, c'était plus dur. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup moins... Mais ma question, c'est est-ce que tu penses que c'est endigué aujourd'hui aussi? Endigué, ça sera peut-être moins dur qu'avant. Est-ce que c'est plus dur en étant un junior de couleur? Je sais pas. Ça sera forcément toujours un peu plus dur. C'est sûr que quand... mais bon, après, il faut réfléchir un peu différemment. Comment est-ce que j'avais fait? Il y a plein de stratégies, je peux en partager une. Moi, j'avais développé la stratégie du proxy. En fait, je m'étais rendu compte que c'est pas forcément mes compétences qui bloquaient, c'était mon skin, tu vois, un peu comme dans un jeu vidéo, ma peau. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais trouvé un pote qui présentait bien, qui était un pote blanc, d'une bonne famille, avec un nom à particules. Non, il n'avait pas un nom de particules, lui. Un nom normal, mais qui était issu de la bourgeoisie locale de la zone où j'étais, dans le sud. Et en fait, c'est juste que je dis, écoute, voilà le projet, voilà ce qu'il faut dire. Voilà les gens à qui tu dois le dire, dis-le, mais dis-le pour moi. Okay. Et en fait, comme ça, je réussissais le projet, j'avais juste un intermédiaire au milieu, mais les gens étaient contents de parler à un gars qui ressemblait, machin truc, plutôt que peut-être à moi, tu vois, où j'aurais eu un taux de conversion moins élevé. Ça, c'était au début de ma carrière. Ça, c'était une des stratégies que j'avais utilisées. Je me suis dit, si en fait, c'est pas mes compétences qui bloquent, c'est juste un aspect physique, c'est con. Autant prendre un gars qui a la bonne... Donc moi, je me suis dit, c'est un peu comme un costume. S'ils veulent un costume blanc plutôt qu'un costume noir ou beige, je m'en fous. Bien, tiens, prends-toi et fais, tu vois. T'as réussi à gamifier le truc. En fait, c'est un concept qui vient de Chine, tu sais, ils envoient... Alors eux, c'est vraiment des salauds dans la façon dont ils le dénomment, mais tu sais, ils ont des postes dans les grandes entreprises chinoises qu'ils appellent les white monkeys. Alors c'est très méchant, franchement, c'est très méchant pour nos amis occidentaux, et je m'excuse de la part des Chinois. Mais... Désolé. Il m'avait flippé. Mais ce qu'ils appellent white monkey, en fait, c'est qu'ils prennent dans les conseils d'administration en Chine des gens européens parce que ça fait mieux, ça fait plus sérieux et ça permet de lever plus de capitaux, etc.
Donc en fait, je me suis dit, les Chinois, ils sont pas cons. Ils ont compris que le monde, ça sert à rien d'essayer de le changer. Enfin, tu peux essayer de le changer. Mais au lieu de pleurer en disant je suis un Chinois, je suis ceci, je dis bon, vous voulez ça, c'est ça le produit que vous voulez, tiens, je vous le mets quoi. Et ils payent des mecs pour faire de la représentation. Je me suis dit, ok Sylvain, fais la même chose. Si les gens, c'est juste ta gueule qu'ils aiment pas, paye un mec qu'ils aiment bien et puis c'est tout. Enfin, arrête de chialer, ça te coûte un peu d'argent. Hein, tu partages un petit peu avec le gars qui présente, mais au moins c'est fait quoi. Et puis on avance. C'est une façon. Alors oui, bien sûr, psychologiquement, faut réussir à pas le prendre personnellement. C'est ça. Dire c'est pas moi. Bien, en fait, si, c'est toujours personnel, c'est un peu toi, vrai. Mais il faut le voir différemment. Il faut le voir comme un produit. C'est peut-être le produit que tu représentes qu'ils n'aiment pas aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils ne l'aimeront pas demain. Mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu t'es productisé et c'est parce que tu es qui tu es que les gens te suivent aussi par ton authenticité, par ton parcours. Parce que si tu avais été ton ami blanc, peut-être que les gens, tu serais peut-être moins fédérateur parce que tu aurais un parcours plus facile et ta communauté te suit pour qui t'es. Et puis bon, après, blanc-noir, au final, il y a des réalités, donc c'est vrai que je peux pas l'ignorer. Quand on est d'une certaine couleur, ça va forcément être plus dur. Ok, mais ça, vu qu'on le sait tous, le plus important, c'est de se concentrer sur les solutions. Et les solutions, c'est d'être meilleur que les autres. Si des fois on voit que ça bloque, même si on est meilleur que les autres, utiliser des solutions. Si la porte est fermée, passer par la fenêtre. Si les gens veulent absolument avoir, je sais pas moi. C'est pareil, vous allez à un concert, vous voulez absolument Beyoncé, vous avez une fille qui chante comme Beyoncé, mais les gens veulent Beyoncé, mets Beyoncé quoi. Si c'est pareil, vous voulez faire une présentation devant des investisseurs qui aiment par exemple des Indiens, je vais pas mettre un Russe. Je vais mettre, même si le Russe est plus intelligent, le Russe va donner son pitch à l'Indien, l'Indien fait, et puis on est dans la même entreprise, ça revient pour tout le monde au final. Donc c'est comme ça que je le vois. Si les gens sur un marché préfèrent un produit, un conseiller, donnons au marché ce qu'il veut, c'est pas grave, on va pas se formaliser tant qu'on avance. Après, si on n'avance pas, ça c'est un autre sujet. Là, ça fait chier. Mais bon, si à la fin de la journée, ça marche, c'est pas grave, ça permet de relativiser, quoi. Et tu vois, tu donnais le chiffre tout à l'heure de une personne sur 3 maintenant veut s'expatrier. Et on voit aussi beaucoup de seconde génération de personnes racisées qui veulent encore plus s'expatrier parce qu'ils souffrent un petit peu de ce syndrome-là, de personnes un peu de couleur dans des environnements qui sont un peu restés, je dirais, à l'ancienne, ou en tout cas pas méritocratiques. Ces gens-là, souvent aussi, se tournent vers des carrières entrepreneuriales pour ce sentiment de liberté, pour ne plus subir ça. Selon toi, quelles sont les qualités d'un entrepreneur ? Alors, je vais répondre à ta question en 2 temps. Donc, peut-être pour les gens qui sont de couleur en France et qui pensent que la France est un pays raciste, un peu, on va rentrer les pieds dans le plat, et que c'est plus dur, moi je vous garantis pour avoir voyagé que la France n'est pas un pays raciste. Je vous garantis, voyager un petit peu partout en Afrique, en Asie, vous allez voir. La France de 2025 n'est pas un pays raciste. Les Français de 2025 blancs ne sont pas racistes, je vous le garantis. Il faut voyager, vous allez comprendre ce que c'est le vrai racisme si vous êtes noir ou même arabe dans certaines autres régions du monde. C'est le sentiment que vous avez. La France, il y a 30 ou 40 ans, quand nous on était petits, effectivement, il y avait des grands-parents de gens d'aujourd'hui qui étaient peut-être ce qu'on appelle xénophobes, c'est-à-dire pas forcément racistes, mais qui avaient peur de l'étranger. Et moi, je l'ai compris parce que ma femme est française. Ces gens qui sont xénophobes, c'est pas des gens qui n'aiment pas les Noirs ou les Arabes ou que sais-je, les Asiatiques, c'est des gens qui n'aiment même pas les gens du village d'à côté. D'accord ? Ça, je l'ai compris en découvrant la culture française, en allant dans les campagnes, c'est que les gens ont un fort sentiment d'appartenance à leur identité, à leur terroir, et le simple fait de venir du village voisin peut faire de toi un ennemi déjà à la base. Tu vois, il vient d'où lui ? Il vient d'à côté. Ah oui, c'est salaud. Donc forcément, toi, quand tu viens avec une peau différente, t'as l'impression qu'ils ne t'aiment pas parce que ça. Mais non, en fait, c'est des gens qui n'aiment pas déjà les gens d'autres coins. Donc c'est des gens qui sont juste que... Il faut pas le prendre personnellement. Donc ça, c'était pour les anciens. Le français de 2025, soyons honnêtes, qui a 30 ans, qui est blanc, il n'est pas raciste. Je veux dire, est-ce que vous voyez au quotidien un Français qui a 30 ans, blanc, qui ne s'assoit pas à côté d'un noir parce qu'il est noir, qui va lui dire c'est le négro dans la rue ? Non, ça n'existe pas. Enfin, honnêtement, il faut dire les choses. Ça n'existe pas. Il y a d'autres régions dans le monde où si vous êtes noir, vous allez comprendre. En Libye, on peut acheter des esclaves pour $300. Donc, je vous le dis, là, il y a des vrais sujets de racisme. Il y a d'autres pays dans le monde, en Asie, où il y a des vrais sujets. Si vous êtes blanc de peau ou mat de peau, c'est pas la même chose, c'est pas le même traitement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre, je pense, l'église au milieu du village pour les Français qui se sentent persécutés. Vraiment, je vous garantis, vous n'êtes pas maltraités. Aujourd'hui, vous voulez acheter de l'immobilier en France, vous êtes noir ou arabe, on va pas vous empêcher d'acheter. Dans d'autres pays, ça peut être plus compliqué.
Donc il faut pas déjà... Mais pour ça, faut voyager un peu. Donc j'invite ces jeunes-là à vraiment voyager et à voir la réalité du terrain. Effectivement, si vous êtes jeune, peut-être africain, et que vous allez dans un pays africain, vous serez peut-être mieux traité parce que vous... mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, vous n'êtes pas malheureux. D'accord, il ne faut pas le voir comme ça, en tout cas. Deuxième question, quelle est la qualité d'un entrepreneur? La première, c'est d'être résilient. Donc déjà, si ça vous affecte tant la couleur de peau, et je peux le comprendre, ça m'a affecté quand j'étais jeune, il y a un vrai travail sur soi à faire là-dessus. Il y a un vrai travail sur soi à faire d'accepter l'inégalité, déjà, et de dire, on avance. Parce que si on n'accepte pas l'inégalité et qu'on reste dans le ressentiment, déjà, on ne peut pas avancer. 2, on va être tout le temps dans la haine. La haine de j'aime pas mon pays, j'aime pas mes compatriotes parce que c'est tous des sales racistes, ma vie c'est de la merde parce que je suis noir ou arabe. Mais non, en fait, c'est juste que vous n'avez pas en fait passé cette étape de comprendre les cartes de votre jeu. Alors, en fait, il faut être malin. Si les cartes de votre jeu c'est noir, arabe ou asiatique, qu'est-ce qu'on fait? Si on est dans un pays où les gens, par exemple, privilégient peut-être les blancs, on va se rapprocher d'une communauté noire, arabe, asiatique, on va développer des produits et services pour ces gens-là, on va capter de la valeur économique, on va réussir autrement. Enfin, il faut juste s'adapter, en fait, c'est juste ça. Il ne faut pas se dire, le méchant blanc versus le pauvre noir, il faut juste se dire, bon, ok, on fait quoi pour avancer? C'est comme ça que raisonne un entrepreneur. Si vous n'avez pas ce raisonnement-là, ou cette façon de raisonner-là, ça ne sert pas à grand-chose de se lancer en entrepreneuriat, ça va être une aventure très frustrante. Parce que vous allez être dans la recherche vous allez être dans une quête d'égalité, une quête politique, en fait, une quête de militants, mais il faut faire de la politique à ce moment-là. Il faut aller militer, il faut aller créer une association, mais il ne faut pas entreprendre. D'accord? Entreprendre, c'est trouver des solutions, c'est pas être focalisé sur le problème. Excuse-moi. Et donc la résilience, c'est quoi d'autre? Pour moi, la résilience et la flexibilité, le fait de trouver des solutions. Orienter solution et rebondir. Je pense que durant tout ton parcours, c'est ce que tu as montré. Exactement. Et en fait, on vit à une époque où, il faut le dire aussi, Sabrina, on vit des bouleversements majeurs dans le monde. La démographie la plus jeune, c'est sur le continent africain. Je crois que c'est le réservoir de jeunes numéro 1 au monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un marché chez les jeunes du continent africain qui va être énorme en termes de force de travail, en termes de consommation, etc. En Asie, pareil. En Inde, je crois qu'il y a une personne... j'ai plus le chiffre en tête, mais t'as plus d'une personne sur deux, je crois, qui a moins de 27 ans. Enfin, c'est énorme. Enfin, c'est-à-dire que l'âge médian est très très bas, une consommation folle à venir. Alors, pourquoi se focaliser si le marché, par exemple, de la France vous frustre parce que vous dites je suis un noir ou je suis un arabe, je réussis pas en France. Ok, ça vous frustre. Pourquoi vous n'allez pas au Moyen-Orient? Moi, j'ai investi beaucoup à Abu Dhabi. Tiens, d'ailleurs, toi, tu as fait des deals à Abu Dhabi. J'en ai fait un à Abu Dhabi, un à Sharjah, à Dubaï, je crois. Enfin, pas à Sharjah, sur un deal de soutage. Donc, c'est ramener du pétrole au machin. Si vous êtes, par exemple, typé arabe, vous allez au Moyen-Orient, c'est magnifique, quoi. Il se passe des choses absolument folles. Abu Dhabi, Dubaï. L'Arabie Saoudite maintenant qui s'occidentalise l'Arabie Saoudite beaucoup, peut-être. Moi, je connais moins l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, les Émirats Arabes Unis, moi, je trouve qu'en termes de business, c'est incroyable. Ils attirent des capitaux et il y a une facilité à monter des projets qui est absolument folle. Ça va très, très vite. Il y a une accès aux capitaux qui est très, très folle. Beaucoup d'investisseurs. Mais allez dans des zones comme ça. Ils seront très contents de vous avoir chez eux et personne ne vous dira tiens, vous êtes arabe, vous venez aux Émirats, on ne vous aime pas. Non, pas du tout. Donc, il faut aussi être malin. Je veux dire, on en parlait juste avant en off. Il y a beaucoup de désavantages en France. On parle toujours de ce qui ne va pas et c'est très bien, si vous voulez. Mais il y a aussi des choses qui vont bien en France. La France est un pays où, quand tu regardes la valeur du passeport français, c'est le passeport le plus puissant au monde. Et quand il n'est pas dans les classements le plus puissant au monde, il est le deuxième. Donc tu as Singapour, soit qui passe premier, soit qui est deuxième. Mais la France est toujours soit première, soit deuxième. Donc vous avez une mobilité absolument folle avec votre passeport français. Si demain vous voulez aller dans un autre pays, passeport français, pas besoin de demander de visa. Vous allez aux Émirats Arabes Unis pour entreprendre si vous êtes peut-être du Maghreb. Vous pouvez aller en Afrique de l'Ouest, par exemple, il se passe des choses absolument folles sur le Sénégal, le Ghana. Vous allez entreprendre là-bas si vous vous dites je suis noir et on m'aime pas ici et je veux aller avec des noirs. Très bien, il y a des super pays là-bas, il se passe des choses absolument folles, des croissances monumentales. Vous pouvez aller aussi à l'île Maurice si ça vous chante. Mais vous avez un passeport qui vous permet de voyager partout sans visa. Mais il faut l'utiliser. Alors, question. Tu es un jeune, tu as un petit peu d'économie. Tu n'as pas d'obligation, pas de famille, pas d'enfants. Tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais et où tu vas? Alors, tout dépend des compétences. Est-ce que ce jeune, quelles sont les compétences de ce jeune? École de commerce, classique. Donc, il sait
classique. Il a un cursus universitaire, lambda, qui lui donne un certain bagage, qui peut être valorisé Donc il a un diplôme, et qu'est-ce Ouais. qu'il sait faire du coup concrètement, ce jeune? Alors, part du principe Rien, qu'il a... Oui, non, t'as rien. C'est pour ça que part du principe école de commerce, donc Ouais. des gens qui, sur le papier, savent faire beaucoup, mais en réalité, savent peu. Enfin, et je me Bah, permets de dire pour ça moi, parce que je pour suis moi, un il y a bébé deux, il y a d'école deux de optiques. commerce. Soit donc, c'est des gens qui veulent être salariés, auquel cas le salariat sera peut-être plus rentable ouais. aux États-Unis. Ok. Ils auront un meilleur salaire. Voilà. Soit ils cherchent la sécurité, autant rester en France. Ok. Ils ont un CDI, personne ne les virera, et c'est très bien. Ouais. Donc s'ils cherchent l'argent, plutôt la Suisse ou la France, ils auront des meilleurs salaires. Et s'ils veulent entreprendre, tout dépend du domaine dans lequel ils veulent Ouais. entreprendre. Mais peut-être déjà avoir un peu d'argent de côté avant d'entreprendre. Ok. Euh, Mais tu conseilles l'expatriation quand même. L'expatriation, si on ne si, valorise. si, Si ils ont la déjà un peu sécurité n'est d'argent, pas le peut premier quand choix. même, parce que partir de... En fait, je pense qu'il faut rester en France, gagner un peu d'argent et éventuellement partir quand on a de l'argent, parce que je vois pas l'intérêt pour eux d'aller payer un loyer à l'autre bout du monde s'ils n'ont pas déjà de business, en fait. Donc, ouais, la deuxième question, c'était donc ce même jeune a fait un deal de de quelconque Ouais. XY manière, maintenant a beaucoup d'argent. Tu lui conseilles de partir? Oui, voilà. Une fois... Bah oui, mais il faut le faire dans le bon ordre, parce que s'il a pas d'argent, il va vivre sous les ponts à Los Angeles, ça va pas être agréable pour lui. Au début, il faut toujours commencer avec une structure de coût qui est basse. Mm. Il est jeune, il est en France, il habite chez ses parents, Mm. il met de l'argent de côté, il travaille dur, il ne se paye pas pendant peut-être 1 an, 2 ans, histoire de créer de la trésorerie, de réinvestir. Et une fois qu'il a réussi, il se récompense. Et puis après, il réfléchit à peut-être partir si le cœur lui en dit. Encore une fois, Mm. s'il est heureux de payer les robes d'Anne Hidalgo, ou je sais pas moi, le costume de Sébastien Delogu, qu'il reste en France, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'était fou parce qu'en plus j'avais la même discussion avec Karim Zeribi, on parlait justement des abus de biens sociaux Ouais. et de la veste Chanel de cette mère de Paris, mais c'est Ouais, bien c'est sûr. Toi, absolument scandaleux. si j'achetais une cravate avec ma société, moi, c'est Ouais. bon, on me traite de salopard. Ouais. Mais quand on est maire de Paris, on peut dépenser 30 000 balles dans des conneries, il n'y a pas de souci, quoi. Exactement. Donc, Ouais, il n'y ouais. a pas de sujet. Donc, si les gens, ils sont d'accord avec ça, ils restent, il n'y a pas de sujet. Moi, je peux vous dire, vous regardez cette vidéo, restez en France si vous êtes contente de payer la petite veste de la Ouais. maire de Paris, ou le costume de Sébastien Delogu, Ouais. et son nouveau pot de gel. Ouais. Moi, ça me fait pas plaisir. Mm. D'accord. Moi, j'aime bien les systèmes un minimum cohérents. Et j'aime bien aussi la performance. J'ai envie, tu sais, on parlait hier avec Charles Gave, on a fait une vidéo ensemble du taux de prélèvement, du taux d'impôt qu'on est prêt à payer, quel est le consentement à l'impôt. Donc Charles me disait le sien, je lui disais le mien. Et alors du coup, Je vous lui ai avez dit- dit combien? Moi, je lui ai dit, je suis prêt, tout compris, si je vis dans un modèle social où je redistribue un peu, etc., je peux donner jusqu'à 3 pièces sur 10, mais vraiment grand maximum. Ok, 25 à 30%. ok. Sur 10 pièces que je gagne, je peux en donner 2,5, allez, 3 maximum si le système est bien géré. Tu vois, s'il Ok. y a un contrôle des dépenses Donc, comme en Suisse. Sinon, plutôt 2 équilibre, pièces. scolarité, médicale. Voilà, s'il y a des bonnes écoles, s'il y a un ok. bon hôpital, etc., et que l'administration est bien gérée, que les politiciens ne font pas trop de conneries, allez, je peux donner jusqu'à 3 pièces sur 10 que je gagne. Ok. Et j'en garde 7 pour moi. Ce qui est quand même C'est énorme. beaucoup. Voilà. Sinon, dans un monde idéal, je donnerais 2 pièces sur 10, 80-20. Je donne 2 à l'État pour qu'ils organisent un peu. Et moi, j'en garde 8, ce qui me permet... en fait, c'est normal, c'est moi qui travaille. Je vois pas pourquoi je donnerais, en fait. Mm. C'est vrai, à part pour financer. Il y a plein d'États dans le monde où il y a 20% d'impôts et les écoles fonctionnent très bien, la sécurité fonctionne Ah, très mais bien, et il n'y a pas de meurtre, Ah d'attentats. ouais. hein. Ouais, Donc ouais. nous, on donne 60% de ce qu'on gagne, on donne 6 pièces sur 10, on en garde 4 Mm. pour se prendre des attentats, des coups de couteau, des narcotrafiquants là, qui prennent des villes comme D'accord. Marseille, et puis le président qui va donner notre argent à droite à gauche en Europe de l'Est. Enfin, je veux dire, Exactement. ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça. Si vous êtes content avec ça, restez. Je ne vous incite pas à partir. Mais si vous êtes frustré de cette situation, là, c'est plus logique de partir. Et c'est ce que je disais à ma femme. On ne peut pas vivre des années dans la rage. Et c'est vrai que j'ai jamais été aussi heureux, épanoui depuis que je sais que je pars, en fait. Mm. Parce que je sais que toute cette gabégie qui n'a aucun sens... Mm. Parce que moi, je perdais du sens, tu vois, dans mon entrepreneuriat en France. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je travaille le matin et puis je me dis, au final, pourquoi ? Il va me rester 4 pièces sur 10 pour ça. Ah, c'est extrêmement Et anxiogène. c'est frustrant, c'est frustrant. C'est hyper frustrant, c'est anxiogène. Et en fait, plus tu contribues Mhm. à la société, plus tu cotises, plus tu crées de l'emploi, plus tu crées de la valeur. Donc le matin, tu te réveilles, tu as une boule au ventre, tu payes tes salariés, tu payes moins parce que tu veux développer ta boîte, tu payes l'URSSAF, tu payes les cotisations, tu payes tes impôts sur ta boîte, tu payes tes impôts personnels. Et en fait, plus tu es parce que, et je le dis souvent en podcast, pour moi, tous les citoyens ne se valent pas parce qu'il y en a qui contribuent énormément au bien commun et d'autres pas du tout, qui vont en bénéficier. Et encore une fois, je n'attaque jamais la veuve et l'orphelin, mais plutôt ceux qui sont en capacité et qui ont les mêmes capacités physiques, intellectuelles que les autres, mais qui se contentent de percevoir. Mais tu as un chiffre qui est très bon. Hein.
je crois qu'il faut le retrouver dans le détail, mais tu as plus de 70% de l'impôt sur le revenu qui est payé par moins de 20% Oui. des contribuables. Oui, C'est-à-dire que sur 10 Français, il y en a 1,7 à 2 sur 10 qui payent 80% de l'impôt Oui. sur le revenu. Oui, oui. Donc en fait, quand les gens disent on paye tous des impôts, non. mais les amis, si on a tout Pas ça, du tout. c'est parce qu'il y a quelques Français qui gagnent très bien, qui Ouais. ont accepté de se faire ouvrir Ouais. pour payer pour tout le Ouais, monde. moins de 20% de la population paye pour tout le reste. Exactement. Et en plus, si on ajoute le système des retraites qui ne Bah, fonctionne pas, tu sais, le nombre de citoyens éligibles à l'impôt, déjà, t'en as 6 sur 10 qui ne payent pas d'impôt, t'en as 4 sur 10 qui sont éligibles à payer de l'impôt. Sur les 4 sur 10, il y en a 1 sur 10 qui Ouais. paye tout. Ouais. Donc sur les 4 qui payent, il y en a un qui paye 80%. Et non seulement on les ponctionne, mais on les ponctionne déjà sur leur revenu, mais on les sanctionne d'avoir et l'état d'esprit et d'avoir et l'ambition aussi. Parce que quand tu fais face à un contrôleur fiscal, quand tu fais face à l'administration, etc., c'est un enfer. Et moi, je l'ai vu quand j'ai voulu être la première société qui fait du minage, immatriculée en France, etc. Et tu es regardé comme un criminel. Alors que tu veux contribuer justement à créer des régulations qui sont pro-crypto, tu fais de l'éducation, tu veux éviter toute zone grise pour légiférer un nouveau marché, etc. Tu es prêt à accompagner les organisations, les administrations, ça ne marche pas et tu es matraqué. Tu montes ta boîte en Suisse, Oui. ils vont t'accueillir à bras ouverts. Non mais Tu es vraiment. à Dubaï, mais tout le monde... Mais en fait, c'est là où c'est quand on voyage dans le monde qu'on se rend compte qu'en fait, on marche sur la tête. Il y a des juridictions qui sont très contentes d'accueillir des entrepreneurs qui viennent payer des impôts. Et ils se disent, putain, les Français, ils viennent, ils développent, ils embauchent du monde, ils payent des impôts, on est content de les avoir. Alors que chez nous, Sabrina, Sylvain ou n'importe qui entreprend, c'est un peu l'ennemi public numéro un. Complètement. C'est le salopard. Mais du coup, tu réfléchis et tu te dis, c'est ce que je dis à ma femme, je dis, mais attends, toute l'année, on nous déteste, Ouais. on paye pour tout le monde, Oui. on dort pas la nuit parce qu'on trop de trucs à gérer, Ouais. trop de paperasse, et tout ça pourquoi au final? Alors oui, tu gagnes bien ta vie. Même pas mais- une reconnaissance morale, on l'a même pas. Non, mais oui, t'as même pas un truc du style, on est content, merci, chers compatriotes, vous avez payé pour nous. Non, et en plus de ça, t'as pas le droit, si tu fais un resto de travers sur ta boîte, t'es l'ennemi. Bah, tu compares avec la juridiction d'à côté, ton copain qui entreprend en Suisse, lui, voilà, le fisc l'aime bien, il lui fait un remboursement d'impôt parce qu'il a trop payé. Ouais. Il a même pas besoin de le demander, il reçoit un courrier, vous avez trop payé, on vous fait un virement. Waouh. Et là, tu te dis, ok, très bien, Oui, bien sûr. merci, au revoir. Et dès qu'on a de l'argent, on est des nantis. C'est Exactement. enfin, Donc si tu veux, c'est le grand mal français, mais je pense que c'est quelque chose qui va être amené à changer. À force de détester les gens sont partis, puis ensuite, qu'est-ce qu'ils feront en fait? Que fera la France une fois que ces forces vives seront parties? Je vais te donner un exemple concret. Serge Dassault, entrepreneur français absolument remarquable. Il a créé, il a servi la France littéralement. Serge Dassault, fondateur de la société Dassault. C'est un entrepreneur comme Serge Dassault, un Serge Dassault de notre génération qui a 30 ans aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses qu'il va créer quelque chose pour la France? Il va créer le Dassault français qu'on a connu, non pas en France, mais très probablement aux États-Unis. Donc, les forces vives de France aujourd'hui, qui auraient pu créer et faire de ce pays un pays numéro 1, vont aller créer ces entreprises étrangères parce qu'on les a dégoûtés en fait, d'entreprendre en France. La France était le 5e pays, tu sais, en termes de PIB par habitant il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est 20e ou je ne sais plus combien. On vient des classements. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, elle est 20e. Dans 10-20 ans, je te garantis qu'elle sera 40-50e. Bien sûr. Et puis nous, on considérait d'autres pays en voie de développement. Aujourd'hui, ces pays en voie de développement il y a 10 ans, aujourd'hui, et la qualité de vie, et les infrastructures, et le développement économique est bien supérieur au nôtre. Exactement. Tu as, par exemple, tu as été à Dubaï, je pense récemment. Tu as les robots Talabat, là, tu sais, les petits robots qui font de la livraison. Ils sont là, donc tu as un robot dans la rue. Il roule avec une caisse, il y a une pizza dedans et il va livrer chez les gens. Bon, et à chaque fois qu'on dit, mais pourquoi on mettrait pas ça en France? Et les gens disent, en France, il serait cassé. Il serait cassé, Bien il sûr. serait volé. Il serait volé, mais en fait, c'est qu'on a un degré de... Il faut le dire, on a un degré de civilisation, de civisme qui est déclinant. Je veux dire, voilà, c'est ridicule. Dans d'autres parties du monde, on parle de mettre en place des taxis volants en Chine. Et pareil, aux Émirats Arabes Unis, ils veulent mettre une licence pour permettre d'avoir des taxis qui volent, pour désengorger le trafic. Ici, le temps que ça arrive, ça n'arrivera pas d'ailleurs. Mais même quand il y avait les Vélib ou les Autolib, etc., il y avait un taux de vol, de vandalisme. de casse, Donc, on a un vrai sujet et aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers. Il y a la corruption, il y a l'insécurité, il y a la fiscalité, la bureaucratie. Il y a 4 grands chantiers pour la France.
Et c'est des chantiers qui vont prendre, honnêtement, qui vont prendre peut-être 20-30 ans Oui, à être résolus. C'est très long. c'est ça. Et j'espère que il y a une exode. On assiste à la plus grande exode de cerveaux, de talents, de millionnaires de France, justement vers. C'est même pas des paradis fiscaux, c'est des pays, Non. tout simplement des infrastructures, une mentalité et une fiscalité qui permet à des gens de vivre convenablement, à ceux qui créent de la valeur de vivre convenablement. Et j'espère que justement, ça permet d'éveiller, ça va éveiller les politiques actuelles. Et aussi, on voit certains entrepreneurs qui veulent se lancer en politique pour justement endiguer ça et en fait ne plus subir des décisions de bureaucrates ou d'énarques qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Et donc je soutiens fortement tous les entrepreneurs qui ont le courage de se lancer en politique. Tu sais, Sabrina, quand tu as un pays où tu payes 70% d'impôts, en fait, tout est un paradis fiscal. Quand tu, quand tu vis dans un enfer fiscal, tout est un paradis fiscal quand tu réfléchis, tu vois. Donc, c'est assez marrant. Les gens disent, oui, ils déménagent pour aller dans des paradis fiscaux, mais pas du tout. On va tous payer 15-20% d'impôts, 30% avec les salaires. Non, mais c'est juste que entre 70% et 30%, même l'URSS ne taxait pas autant les gens, en fait, tu vois. Et surtout, on parle souvent de fiscalité et de finances. Il y a un vrai sujet, il y a un vrai enjeu, comme tu l'as dit. Les gens ne partent plus uniquement pour des raisons financières aujourd'hui. Ils partent pour des raisons de qualité de vie, de sécurité, de services, de culture aussi. Ils veulent vivre dans un pays où en fait les gens sont juste heureux de vivre. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, les gens sont malheureux en fait. Mais vous imaginez, moi j'habite seule et dans un beau quartier à Paris, j'ai acheté donc les armes légales, donc d'autodéfense. Voilà, d'autodéfense. Ça a été mon premier réflexe, en plus des alarmes, en plus du système de sécurité. On est en France, bien sûr, à Paris, dans un beau quartier, c'est grave. On a quand même des histoires. En plus, tu es dans le milieu de la crypto-monnaie. J'ai vu quelques articles. Il y a des gens de votre industrie qui se font kidnapper, on leur coupe des doigts. On leur coupe des doigts, on kidnappe leur père, on kidnappe leur femme, on kidnappe leurs enfants. Et donc, les Français ne comprennent pas que des gens qui se font kidnapper et couper des doigts veulent partir. C'est ça la vraie question, c'est ça l'enjeu. C'est que les Français ne comprennent pas quand on leur dit « mais vous ne mettez pas en place les éléments qui permettent aux gens de vivre correctement ». Et ces gens sont mobiles parce qu'ils ont en plus certains moyens financiers. Ils vont pas rester et se faire couper la tête. Ah non, c'est des salauds de Français qui partent. Écoutez, ces salauds de Français qui partent, ils veulent peut-être juste ne pas avoir... Ils veulent peut-être avoir leurs 5 doigts en fait. Et c'est ça le vrai enjeu. Mais je pense que les Français vont le comprendre de plus en plus. Tu sais, il y a cette histoire de narcotrafiquants, là, comme au Mexique, qui se développe en France. Apparemment, il y a Gérald... le ministre de l'Intérieur, c'est Retailleau maintenant. Ça change tellement, tu sais, on a tellement de ministres. Il y a un mercato assez régulier. Il y a un mercato. Bientôt, je pense que notre ami Cyril Hanouna sera bientôt lui aussi ministre, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Non mais Retailleau qui avait sorti un rapport en disant oui, il y a des narcotrafiquants en France, comme au Mexique, ils essayent de machin. Mais c'est quoi ce pays en fait ? Tu payes 70% d'impôts pour ensuite te faire racketter par la mafia officielle et racketter par la mafia inofficielle. Mais il reste quoi ? Mais ça sert à quoi ? Tu vois ? Donc aujourd'hui, si vous êtes heureux de vivre là-dedans, vivez. Tu sais, il y a des gens, je suppose, qui étaient très contents de se faire fouetter mais c'est peut-être pas notre cas, non. Nous, on n'aime pas se faire fouetter, on veut être libre en fait. Et moi, je fais partie de ceux qui sont allés à l'étranger et qui sont revenus pour des raisons familiales. Et je sais qu'il y en a plein encore qui restent parce que papy, mamie, maman, papa est là. Mais le jour où ils sont plus là, ils vont partir. Bien sûr. Donc, je fais partie de ceux qui sont revenus pour prendre soin de ces aïeux. C'est très noble. Parce que j'ai pas encore les moyens de ramener ma famille avec moi là où je serais. Mais si j'avais les moyens, j'aurais ramené toute ma famille avec moi. Et avec ce podcast, je me suis dit, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi de donner la parole aux entrepreneurs, mais sur des sujets politiques aussi, parce qu'on les entend toujours sur comment faire des millions, quelles sont mes best practices, voilà, comment j'ai scalé, etc. Mais ça n'a aucun sens. Au final, c'est vide intellectuellement de parler que d'argent toute la journée. Voilà, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais et je me dis, mais si ça a du succès, eh bien, les politiques vont entendre les gens qui apportent le plus à ce pays, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils se sentent et comment mieux faire. Et peut-être un jour, peut-être créer un symposium où on conjuguerait les deux, on verra. Mais merci en tout cas pour cette honnêteté, parce que c'est hyper précieux. Donc là, ça a été le côté politique, mindset, etc. Là maintenant, je vais te poser des questions. Comment s'enrichir, Sylvain ? Quelle est la stratégie que tu recommanderais d'investissement à un néophyte ? Tout dépend de l'ambition des gens. Alors, ça serait quoi le profil et ça serait quoi l'objectif de la personne ? Parce qu'en fait, c'est du sur-mesure. La finance, c'est du sur-mesure. Alors, pour la base, quelqu'un qui, justement, c'est très opaque pour lui. Il ne comprend pas trop les notions d'investissement, de finance, etc. Il se dit, j'ai des deniers, qu'est-ce que j'en fais ? Alors déjà, peut-être définissons les paramètres de base. Qui est la personne ? Est-ce que c'est un jeune ? C'est le jeune d'école de commerce. Il a quel âge ? Il a 25 ans ? Ouais. Ok, il n'a pas d'argent ?
Ouais, peut-être 5 000 balles. Il a de 5 côté. 000 euros, donc il débute dans la vie. Et quel est son objectif final? Qu'est-ce qu'il veut atteindre à la fin? Il veut juste s'enrichir. Il sait pas quoi faire. Il dit, Alors, ok, pour s'enrichir, on a besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, s'il veut gagner, il veut passer de 5 000 euros à 20 000 euros, on va avoir une stratégie. Mais s'il veut faire 5 000 euros, 5 millions d'euros, ça va pas du tout être la même stratégie. Donc, il faut qu'on définisse aussi la fin. alors je pense qu'il ne veut juste pas perdre. Et il se dit, en fait, il faut partir néophyte qui va dans les réseaux. Ah bah, moi, apparemment, il ne faut pas placer sur le livret A avec l'inflation, je ne comprends pas trop, je ne vais pas gagner d'argent. Mais du coup, il y en a qui me disent que je peux devenir millionnaire avec mes 5 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va dire, lui, il n'est pas clair. Parce que la plupart des gens sont des néophytes et ils se font absorber par ce qu'ils voient sur Internet. Déjà, ce qu'il faut, c'est qu'ils sachent où ils veulent aller. En fait, s'ils ne savent pas déjà quel chiffre ils visent, on ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la finance, ça reste un jeu d'argent. Ouais. C'est une discipline arithmétique. Ouais. Donc, si tu dis que tu veux 20 000 euros dans ta vie, bon, bah, on va trouver une solution pour gagner 20 000 euros. Si tu veux 10 millions d'euros, bah, on va trouver une solution. Mais tu vois, il faut qu'il sache où il va aller. S'il dit je veux être riche, mais on ne sait pas, bah, ouais, bah, c'est pour ça qu'il stagne en fait. C'est parce qu'il ne sait pas où il va déjà. Alors, lui qui est perdu, on va prémâcher le travail. On veut juste un qui gagne, juste qui fasse un petit peu de. Voilà, qui gagne un petit peu. Donc, allez, on va un petit 10 000 euros à terme. Et un qui dit bah, j'adorerais transformer mes 5 000 euros, aller en 50 000 euros. C'est quoi les deux stratégies? Si, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. S'il a 5 000 euros qui veut monter à 10 000, bah, va travailler. C'est plus rapide que faire de l'investissement. Mais je voulais des petites tips, je voulais quelque chose. Non, mais la stratégie la plus facile, c'est ça. Il va travailler, il met 500 euros de côté par mois et il va gagner 5 000 euros. Parce qu'avec ces 5 000 euros, il va investir à même 8%. Il va gagner quoi? 8 fois 5, 40, 400 euros par an. Ça va lui prendre 10 ans pour passer de 5 à 10 000. C'est ridicule. Tu vois, enfin... 10 ans pour gagner 5 000 euros, alors en valeur absolue, c'est pas énorme. Bah, en un an de travail, en mettant 400 euros de côté par mois, il arrivera à 10 000. Tu vois comment il faut réfléchir? Il ne faut pas réfléchir forcément uniquement que avec un prisme, je place mon capital pour atteindre un objectif. Il faut peut-être se dire, est-ce que c'est l'objectif le plus cohérent pour atteindre ce chiffre? C'est comme ça qu'il faut réfléchir en tant que financier. Tu vois, il faut être créatif dans son approche. Alors, on va prendre le problème à la racine, parce que du coup, moi, j'ai dit, OK, donne-nous des méthodes pour atteindre tel et tel palier. Mais en fait, c'est sur la méthode elle-même, sur la question elle-même, en fait, selon toi, qu'il faut travailler. Bah pour moi, si on veut un enrichissement rapide, il faut être dans l'entrepreneuriat. L'investissement, en fait, c'est deux disciplines différentes. En entrepreneuriat, il faut être... en gros, celui qui gagne, c'est money, love, speed. Donc, l'argent adore la rapidité. Et wealth, donc la fortune, adore le temps. Wealth loves time. Okay, donc, si on veut créer un gros stock de capital, pour moi, il faut entreprendre, il faut créer un projet, il faut être rapide dans l'exécution, dans tout, pour accumuler rapidement du capital. Et ensuite, si on veut préserver ce capital, le faire grossir doucement, une fois que tu as 2-3 millions d'euros, il faut le déployer lentement et avec sagesse et sur des projets très précis. Okay. Et viser des rendements très cohérents par rapport au risque que tu prends. Okay. Donc, le jeune qui veut être riche rapidement, c'est pas avec l'investissement, ça va être avec l'entrepreneuriat qui va atteindre cet objectif. C'est intéressant, je suis ravie que tu dises ça parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, mais faut mettre 20% en crypto, faut essayer de mettre 10% en IMO. » Non, pour toi, c'est bullshit tout ça. Bah, en fait, ça c'est bien quand tu es déjà riche. Ouais. Imaginons que tu aies 1 million d'euros de patrimoine. Oui, là, tu peux faire une allocation en disant j'ai 1 million, je mets 500 000 euros en private equity, 200 000 euros dans de l'immobilier avec effet de levier et je sais pas moi, 5 000 euros ou 10 000 euros en crypto et mon portefeuille global, il va monter de 10 ou 12% par an. Okay. Mais quand tu as 10 000 euros, 12%, ça fait 1 200 euros avant impôt brut. Oui. Donc après, les impôts, il reste 800 euros net. Voilà, 70 euros par mois, c'est ridicule, tu vois. C'est pour ça qu'il faut réfléchir différemment. D'accord ? Il faut vraiment voir si le but, c'est de l'enrichissement rapide. Il faut créer des projets à haute valeur ajoutée pour acquérir un stock de capital énorme. Une fois qu'on a ce stock, on réalloue, on déploie le capital doucement dans des projets. Mais c'est comme ça que le font les gens riches. En fait, là, je vous donne une stratégie, parce que moi, je travaille avec des gens qui sont très riches. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Je crée une grosse société. Cette société, elle a une valeur, je la revends, je récupère 5, 10, 15 millions d'euros. Ouais, pour toi, l'enrichissement le plus rapide, c'est souvent les exits, en fait. Mais ça a toujours été les entreprises. Soit un exit, soit une entreprise qui génère du cash. Tu as un outil de production qui est ta société, qui te verse 500 000, 1 million de dividendes par an, ou un groupe de sociétés. Elle est là, la valeur. D'accord ? Et ensuite, une fois que tu as ce capital, il faut le déployer doucement pour ne jamais le perdre, parce que c'est ton outil de travail. Il y a aussi un autre concept clé que j'utilise moi, que je fais à titre perso, c'est... Ça, je l'ai appris assez tôt. C'est ne jamais dépenser le premier euro, mais souvent le second. Exemple concret, je gagne 10 000 euros. J'ai envie de m'acheter une montre.
Bon, 10 000 euros, c'est pas assez. Je gagne 100 000 euros. Je veux m'acheter une montre qui coûte 10 000 euros, une Rolex, une connerie. Le premier réflexe, effectivement, c'est de prendre les 100 000 euros, de retirer 10 000 euros, de faire un virement au bijoutier et de récupérer la montre. Ça, c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ces 100 000 euros, les réinvestir, les faire travailler dans une classe d'actifs qui génère 10 000 euros. Et quand tu reçois 10 000 euros de dividendes de revenus passifs, tu utilises cet argent, le deuxième euro, pour les dépenses. Le premier euro, c'est l'argent, en fait, c'est quand on démarre de zéro, c'est le matelas de sécurité, c'est l'argent capital, c'est l'infrastructure. Et ensuite, on vit des produits de l'infrastructure. Mais il faut déjà construire l'infrastructure. Okay. Donc ça demande une certaine discipline parce qu'il y a des fois où on a envie de dépenser le premier euro et il faut de temps en temps se faire plaisir, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais gardez en tête que dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. Ok, et quel est... et après, je sais que tu détestes les généralités et chaque personne a une stratégie sur mesure, mais pour donner un peu voilà, un angle de vue à ceux qui nous écoutent, quelqu'un de très riche aujourd'hui, allez, j'ai 10 millions à placer, quelle serait ta stratégie? Bah là, c'est plus facile. C'est les gens que je connais, donc c'est parfait. 10 millions, bah déjà, il y a une grande partie qui va être investie dans le non-coté. Donc, une grande partie de ces gens vont déjà changer leurs euros en dollars. C'est un peu le protocole Citadel qu'on a créé, que j'ai créé avec mon équipe. C'est 5 étapes, en fait, entre guillemets, pour protéger son patrimoine de l'effondrement de la France. Tu prends déjà ta devise de base qui est l'euro et tu la changes en dollars américains, en francs suisses, mais dans une monnaie autre qui est l'euro. La deuxième étape, c'est, si tu veux, de te débancariser. Donc d'investir dans l'économie réelle pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on ne sait pas si les États européens feront faillite, on ne sait pas. Ça va être peut-être que oui, peut-être que non. La France, en tout cas, est dans une situation très compliquée. Donc en investissant dans l'économie réelle, on se débancarise. D'accord ? On se protège de l'effondrement du système. Donc il va mettre déjà 40 à 50% dans du private credit et peut-être un peu de private equity. Acheter des sociétés non cotées ou leur prêter de l'argent. Tu vas investir à peu près 10% dans les marchés cotés. Tu sais pas, voilà, tu vas pas dire non à la bourse, tu vas lui dire oui, mais dans certaines proportions. Donc sur tes 10 millions, peut-être 1 million maximum sur la bourse. Si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, bah, tu n'as que 10% dessus, ça ne va pas changer ta vie. Oui. Tu vas mettre une belle partie en métaux précieux en or. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur refuge. L'or, ça permet de stocker du capital, du pouvoir d'achat. Tu vas mettre 10 ou 15% dessus. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ces 10 à 15% dans le temps, ils ne vont pas t'enrichir, mais ils vont préserver la valeur de ton pouvoir d'achat. On dit souvent que l'or a monté, il vaut 4400, mais l'or n'a pas monté, c'est le dollar qui a baissé face à l'or. Tu vois ? Donc l'or, il permet toujours d'acheter la même chose, c'est juste que le dollar, lui, il baisse. Donc c'est pour ça qu'en fait, on met de l'or, on garde toujours un peu de cash, entre 5 à 10% de cash, peut-être 500, 600 000 euros de côté. Ça, c'est au cas où si tu as un coup dur dans ta vie perso. D'accord. Et le reste de l'argent, tu peux l'investir sur des projets alternatifs, tu peux mettre un petit peu en crypto, tu peux mettre un petit peu sur les montres de luxe, le vin. T'as des gens qui investissent aussi sur des actifs alternatifs, tu as des très beaux rendements. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça, pour toi, c'est toujours de l'alternative pour toi ou satellitaire, la crypto ? Alors, ouais. Pourquoi est-ce que moi, ma stratégie est basée sur l'alternative ? C'est parce que je pars du principe que sur les marchés cotés, il y a plus beaucoup de rendement. C'est des marchés qui sont très efficients. Pourquoi ? Parce que le monde entier les scrute. Tu as des algorithmes ultra sophistiqués qui détectent tout de suite dès qu'il y a une opportunité de marché. Donc en soi, tes chances de récupérer de l'alpha, c'est-à-dire de la performance, sont très faibles. Alors qu'il y a 20 ans, c'était un métier d'humain, c'était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, c'est un métier de robot. Où est-ce qu'on peut récupérer de l'alpha ? C'est dans le non-coté. Il n'y a pas de mesure officielle. Et tu peux négocier directement, toi, avec les contreparties et donc créer de la valeur de ce côté-là. Et tu as parlé d'investir dans des sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs en particulier où, justement, il y a des rendements exceptionnels ? Alors, il y a plusieurs secteurs dans lesquels... il y a tous les secteurs aujourd'hui de la tech américaine. C'est assez logique, mais tu as tout le secteur en fait, de la tech américaine, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est infrastructure, data center. Aujourd'hui, ils font des fermes de data center énormes. Il y a des rendements absolument fous. Donc, tous ces secteurs, en fait, tout ce qui est infrastructure pour l'intelligence artificielle, ça marche bien. Est-ce que ça continuera à marcher plus tard ? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, là, actuellement, ça marche bien. Et toi, à titre perso, tu investis dans quoi ? Dans tous ces deals-là, en fait. Moi, je fais beaucoup de... J'ai, je crois, un bon 80% de mon patrimoine en private equity. Déjà, ma société représente une grosse valorisation, c'est une société privée. Et mes placements, c'est dans le non-coté. Donc, je vais prendre des petites parts. Là, j'ai pris des parts dans Le Revenu, un magazine financier. J'ai investi dans du secondaire sur une très belle boîte qui s'appelle Revolut, une néobanque.
Exceptionnel, la Non, moi valorisation j'adore ce de produit, Revolut, j'adore hein. ce qu'ils font et on a acheté sur le marché secondaire des titres de Revolut. D'accord. On a fait un deal sur une très belle fintech qui s'appelle EquiSafe. Et là, je prépare un autre deal, j'en parlerai quand ça sera closé, mais au Q1, sur une belle boîte américaine dans la tech qui m'intéresse. Et c'est globalement là-dessus que moi, je vais me situer. C'est vrai que quand j'analyse mon portefeuille, ça reste quand même beaucoup secteur financier. Mais c'est parce que je le connais bien, en fait. Il y a une appétence et puis tu as un meilleur instinct finalement parce que Exactement, tu le connais. parce que je connais le métier. En fait, je pense que le vrai conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de développer une expertise dans une industrie. Oui. Et comme disait Warren Buffett, en fait, on investit les choses dans lesquelles on a une expertise, Bien sûr. ce qu'on comprend. Et c'est vrai que moi, le secteur financier, je le comprends bien, donc j'ai tendance à être plus facilement dans l'investissement dans ces secteurs-là, parce que je vois à peu près ce qu'il faut faire, pas faire, si c'est plutôt bien fait ou si au contraire c'est une catastrophe. Et quel a été le plus beau rendement que tu as eu pour un client ou pour toi-même? Pour moi-même, là j'ai clôturé un deal où j'ai gagné 15% en 3 mois, donc très beau deal, août, septembre, octobre, j'ai récupéré l'argent en novembre. C'est un deal de private credit, très court terme, besoin de liquidité d'un investisseur reconnu qui avait des très belles garanties. Je crois 15% en 3 mois, c'est... il y avait 400 000 euros à prêter, il mettait 6 millions d'euros de titres en garantie. Si on il a remboursé Rubis sur Longue, c'était un très beau projet, on refera affaire avec lui avec grand plaisir. Et ça c'était un très beau deal. Moi, je m'attendais pas à un tel pourcentage avec un. Oui, alors ça, c'est pas tout le temps, ça, c'est pépite. La plupart du temps, ça va être des deals à 10-12% par an. Okay. Sur une année. Mais après, là, c'est un deal pépite. Tu m'as demandé un truc qui m'a vraiment fait plaisir. Mais ça, c'est un truc que j'ai fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et si je peux en refaire un, j'en ferai un. Et merci. On va faire un petit jeu pour clôturer. Tu vas compléter ma phrase. Si je perdais tout aujourd'hui, je me remettrai vite au boulot. Ce que je ne referai jamais, c'est m'associer trop rapidement. Ah, ok. Tu as connu des déboires dans tes associations C'est pas forcément des déboires, mais je pense que j'ai un profil quand même où j'ai quand même compris mon profil. Je suis quand même très dominant, donc ça sert à... Il faut que je sélectionne. Enfin, si je dois sélectionner des associés, il faut que je sélectionne des gens qui me complètent en fait. Des gens qui sont plutôt d'excellents numéro 2, mais pas aller chercher des gens qui ont un aussi fort caractère que moi, parce que ça ne passe pas. En tout cas, c'est peut-être un truc que moi j'ai appris sur moi-même. Oui, et en fait, je pense que ça arrive beaucoup. Souvent, on s'associe avec quelqu'un justement qui nous inspire et qui est aussi alpha. Et en fait, au bout d'un moment, ça capote parce que si on n'est pas hyper complémentaire, en fait, on se bat. Exactement. Donc ça, c'est une vraie leçon. Je pense c'est plutôt de compléter une équipe plutôt que de vouloir aller dans de chercher les mêmes éléments. Exactement. Les gens pensent que pour réussir, il faut travailler dur, mais en réalité, il faut travailler dur et intelligemment. Le conseil le plus répété, mais le plus faux, c'est le plus répété et le plus faux, c'est il faut travailler dans un secteur, je sais pas, un truc où il faut être heureux tous les jours dans son travail. Même si on aime son industrie, il y a des jours où on en a ras le cul. Et c'est normal d'en avoir ras le cul. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur être content tout le temps. C'est un mirage. C'est être content, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. Mais la constance, c'est plutôt tu vois, la frustration, en tout cas dans notre métier, qui est l'entrepreneuriat. La compétence la plus rentable à long terme, c'est, je pense pour moi, c'est l'image de marque, c'est la réputation qu'on se construit au fil des années. Donc en fait, c'est de jamais trahir la confiance de ses clients, de ses partenaires. C'est très dur, parce qu'à l'ère où on existe, les gens veulent avoir des résultats rapides. Et donc il faut s'inscrire en opposition à tout ça, il faut s'inscrire dans le temps long, il faut faire les choses que les gens ne veulent pas faire, il faut répondre aux messages quand on n'en a pas envie, il faut délivrer quand on n'a pas envie, enfin voilà, faire plein de choses comme ça. S'expatrier de la France, c'est une excellente idée et c'est urgent. Quand je n'ai pas envie de travailler, Quand je n'ai pas envie de travailler, je le fais et je râle. Si je devais supprimer 80% de ce que je fais, il me resterait du temps libre pour golfer. C'est pas mal. L'argent ne change pas les gens, il amplifie, je pense, ce qu'ils sont vraiment. Complètement. Si tu veux plus d'argent, mais pas plus de responsabilité, Plus d'argent et pas plus de responsabilité, je me mets dans une industrie à cash flow et pas à valorisation. Ok. D'accord. Si tu veux beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités, tu valorises une autre société et peut-être qu'un jour, tu la revends et tu auras un gros chèque. Mais si tu veux de l'argent et pas d'emmerde, tu crées une boîte qui te rapporte du cash tout le temps, quitte à ce que ça soit moins. Mais au moins, tu es tout seul et tu es tranquille. La chose la plus dangereuse à écouter, c'est la plus dangereuse à écouter, c'est je pense que les gens qui parlent de finance sur le marché français
sont en général des gens qui n'ont pas, pour moi, prouvé ce qu'ils valaient en tant qu'investisseurs. Hein. Je le vois, hein, il y a très peu de gens qui sont vraiment bons dans l'investissement, qui font des choses sur mesure. En général, on l'a remarqué avec mes associés, mes partenaires, ils reprennent un peu le discours que nous, on a. Tu vois, l'inflation, etc. On était les seuls à en parler en 2019-2020. Ils ont tous repris le truc. Et je pense que les gens sont très moutonniers dans cette industrie. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut faire du DCA sur ETF. Ils vont tous dire ça pendant 5 ans. Puis ensuite, ils vont trouver un autre truc. Et il manque d'esprit critique. Donc, la chose à ne pas faire pour les gens, c'est suivre aveuglément n'importe qui. Je pense qu'ils devraient développer leur esprit critique et essayer de trouver des solutions alternatives, des choses qui ne ressemblent à rien d'autre. Et ils devraient se dire une chose, si tout le monde fait un truc, c'est que c'est nul. En général, ça marche plutôt bien. Si tout le monde est sur un truc, c'est que ça marche pas. En général. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. C'était un vrai voyage, ce podcast, parce qu'on a appris à connaître le jeune Sylvain. Et ce qu'on voit de ton parcours, c'est beaucoup d'intégrité, beaucoup de travail, beaucoup d'authenticité et beaucoup de cohérence entre ce que tu as fait avant, tes choix d'aujourd'hui, que certains peuvent comprendre ou pas, mais en tout cas, c'est assumé, c'est très clair. Et autant dans ta carrière que dans ta vie personnelle, il y a beaucoup de cohérence. Je trouve ça très inspirant. Et merci pour toutes ces leçons, tant sur l'équilibre vie personnelle, professionnelle, que sur comment être un bon entrepreneur. Merci à toi, Sabrina. Et puis, j'espère que ta chaîne aura beaucoup de succès. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés jusqu'au bout avec Sylvain. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a transmis, vous a instruit. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Réagissez, likez ou abonnez-vous également à ma chaîne personnelle où je parle de dynamique sociale, du rapport entre humains, au pouvoir, à l'argent. À bientôt sur Unchained.